Bien, bonjour chers élèves. Donc, comme promis, une vidéo pour le chapitre 4, ce qui va me permettre d'une part de traiter le grand 1 de ce cours avec les élèves qui sont partis en voyage, et d'autre part de traiter avec l'ensemble d'entre vous le grand 2 que nous n'avons pas encore abordé en classe. Donc, pour les élèves qui ont déjà assisté au grand 1, il suffira tout simplement de vous reporter au minutage qui sera indiqué sur Pronote. Pour les autres, eh bien, on fait donc le grand 1 ensemble. Donc, je passe sur cette image que nous avons déjà décryptée ensemble en cours. Je passe également sur Ray Kurzweil et ses considérations que nous avons notées. Je passe par ailleurs sur l'introduction que nous connaissons. Nous l'avons lu ensemble, nous en avons repéré les grandes idées. Et j'aborde tout de suite avec vous le grand 1. Le grand 1, il s'intitule Utopie, dystopie, où va le monde? Effectivement, ce sont les deux grandes directions qui semblent s'annoncer devant nous. Tantôt, certains nous promettent un futur utopique. Utopie, je vous rappelle, ça vient de utopia, qui est un néologisme forgé par un Anglais qui s'appelle Thomas More en 1515. Utopia lui-même dérivé de utopos en grec ancien. Topos, c'est le lieu, ou c'est un préfixe qui vient inverser le sens du mot qui suit, c'est donc ce qu'on appelle un préfixe privatif. Utopos, c'est donc littéralement le lieu qui n'existe pas. C'est aussi un jeu de mots, puisque le préfixe ou renvoie à un autre préfixe grec qui est et ou, qui signifie le bonheur. Donc littéralement, l'utopie, c'est un lieu qui n'existe pas et où on est heureux. Bref, c'est un monde imaginaire et idéal qui sert de modèle et d'horizon vers lequel se diriger. Soit l'utopie, soit la dystopie. La dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. C'est donc un monde dysfonctionnel où rien ne fonctionne, où tout est cauchemardesque. Alors avant de réfléchir à ces horizons qui nous sont promis dans un futur assez lointain, mais qui se rapproche, on va d'abord faire une petite mise au point lexicale, c'est-à-dire qu'il va nous falloir définir ensemble un certain nombre de mots, de concepts qui vont nous accompagner durant ce grand 1. Alors, le concept fondamental, celui dont se réclame par exemple Ray Kurzweil, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement intellectuel et culturel qui considère que l'amélioration de la condition humaine, elle est possible grâce au développement de technologies. Ces technologies, elles sont censées annuler l'ensemble de nos limites. Par exemple, le vieillissement, par exemple la mort, par exemple les maladies. Et par ailleurs, d'améliorer nos capacités intellectuelles, physiques et psychologiques. Bref, vous le voyez, tout est dans le logo. Le logo, c'est un H avec un plus. Ça renvoie à l'idée de ce qu'on appelle l'homme avec un grand H augmenté. L'homme qui a repoussé ses limites, donc qui n'est plus contraint par ses faiblesses naturelles, et qui par ailleurs est augmenté, c'est-à-dire que grâce à la technologie, il peut faire accroître ses capacités et ses compétences. Par exemple, Elon Musk avec sa fameuse puce intracérébrale qui nous propose de voir la nuit et en nous connectant avec l'intelligence artificielle, d'avoir des capacités intellectuelles hors normes. Le post-humanisme maintenant, la deuxième notion. Bah, le post-humanisme, c'est ce qui surgira, je vais y arriver, pardonnez-moi, après le transhumanisme. Après le transhumanisme, on aura le posthumanisme avec des post-humains, c'est-à-dire des humains qui ne sont plus de simples humains comme vous et moi. Ils auront été augmentés et ils auront donc des capacités supérieures à celles qui sont actuellement les nôtres. Ces capacités supérieures, elles seront dues à la technologie. C'est l'idée du petit schéma que vous avez ici illustrant le mot. Transhumanisme, dans transhumanisme, vous avez bien sûr humanisme, qui est une philosophie qui a notamment émergé durant la Renaissance, qui est souvent incarné par l'homme de Vitruve. Vous savez, ce dessin de Léonard de Vinci qui est censé illustrer les parfaites proportions de l'homme. Le but de l'humanisme, c'est notamment de placer au centre des considérations l'homme et surtout de réfléchir à son épanouissement. Le transhumanisme, ça prend acte de cet humanisme, ça se plonge dans l'humanisme, mais vous voyez qu'il y a un petit préfixe qui a été ajouté, il y a le préfixe trans. Le trans, c'est le mouvement, le déplacement, la métamorphose. Donc transhumanisme, c'est faire déplacer l'humanité. Ici, il s'agit de faire déplacer, je vais y arriver, les qualités de l'humanité, les caractéristiques de l'humanité, mais aussi ses limites. Car je vous rappelle que nous sommes dans la deuxième thématique du semestre 2, à savoir les limites de l'homme. L'humain et ses limites, l'homme et ses limites. Donc on est véritablement ici dans une volonté de repousser les limites, voire de faire en sorte qu'il n'y ait plus véritablement de limites. Eh bien le post-humanisme, littéralement on est encore dans l'humanisme, ici qui renvoie à l'idée d'humanité et d'homme, post c'est ce qu'il y a après, eh bien c'est ce nouvel humain qui surgirait de cette métamorphose induite par le transhumanisme.
Alors, ce nouvel humain, d'aucuns ont pu le conceptualiser sous le trait du cyborg. Le cyborg, eh bien, écoutez, vous avez encore une illustration qui est plutôt parlante. Et pour faire simple, c'est la définition que vous avez là, qui est la plus simple que je puisse vous proposer. C'est un organisme vivant qui contient des éléments techniques. C'est donc un corps, comme le nôtre, un corps charnel, au sein duquel il y a des implants technologiques qui permettent d'améliorer nos compétences ou de venir en aide à des membres défaillants. Enfin, on a la bioéthique. La bioéthique, c'est un mot que vous avez peut-être entendu parce que c'est une discipline qui fait beaucoup parler d'elle. Évidemment, vous le voyez, le transhumanisme, le post-humanisme, tout ça, ça présuppose de déplacer des limites, ça présuppose de faire ce qu'on n'avait jamais fait auparavant, ça touche à des tabous, par exemple annuler la mort, c'est quand même pas rien. Euh, Comment on fait, en somme, pour savoir quelles limites déplacer, pour savoir quelles limites reculer, pour savoir quelles sont, au fond, les bonnes innovations technologiques et quelles sont celles dont on devrait se méfier? Eh bien, il y a un champ disciplinaire qui est censé réfléchir à la chose et c'est ce qu'on appelle la bioéthique. Littéralement, bio, la vie, l'éthique, qui est donc cette réflexion sur les valeurs, sur, pour faire très simple, le bien et le mal. La bioéthique, c'est donc l'étude des problèmes éthiques, donc ici on va dire moraux, posées par les avancées technologiques dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. Concrètement, la bioéthique appelle à réfléchir aux dérives éventuelles que peuvent engendrer les progrès et aux limites à fixer pour éviter que l'homme ne nuise à la vie. Le but, c'est de concevoir un cadre légal, de faire des lois sur ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est interdit de faire, sur ce qu'il est légal, licite de faire, et donc illégal, illicite de faire. Là où la prothèse, par exemple, peut être quelque chose de tout à fait intéressant, dans la mesure où elle peut remplacer un membre défaillant. Mettons quelqu'un qui, à la suite d'une malformation, n'a pas de bras ou de jambes, euh, il lui manque un avant-bras, par exemple, la prothèse va lui venir en aide, et c'est donc quelque chose à favoriser. L'implant intracérébral d'Elon Musk, je ne vais pas me prononcer là-dessus évidemment, mais vous voyez que par rapport à la vidéo que l'on a pu voir ensemble, ça pose des questions. Les projets de Ray Kurzweil, dont le propos est de reculer l'espérance de vie de façon pratiquement illimitée, d'annuler la mort et de fusionner avec l'intelligence artificielle, vous voyez que ça pose des questions. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce que c'est pertinent de le faire ou est-ce qu'au contraire ça peut être désastreux? Est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est une avancée? C'est à la bioéthique de fixer ce cadre légal et de dire concrètement quels sont les horizons qu'il est bon de poursuivre. Alors la bioéthique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, dans la mesure où c'est une discipline qui fait l'actualité, notamment de façon assez récente, dans ce qu'on appelle le suicide assisté, c'est-à-dire tous ces cas de figure assez complexes où des personnes se sachant condamnées décident de mettre fin à leur jour pour ne pas, mettons par exemple, souffrir de façon absurde. Euh, c'est en tout cas leur perspective que je restitue ici, hein. Vous savez qu'en France, c'est interdit. Certains se rendent donc à l'étranger, par exemple la Suisse, pour le faire. La bioéthique est chargée de statuer en la matière. Est-ce que le suicide assisté est quelque chose de pertinent? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut implémenter dans nos sociétés? Je dis suicide assisté, bon, c'est un mot, vous voyez, qui est souvent utilisé dans les journaux, qui n'est pas neutre. On parlera d'euthanasie, on parlera encore, on utilisera encore d'autres termes. Mais vous voyez que la bioéthique, c'est un champ disciplinaire absolument fondamental. Donc ça, ce sont les notions que l'on va utiliser dans ce grand 1, utopie, dystopie, où va le monde? Alors, en cours, nous, on s'était posé une question, une double question plutôt. Il y a d'une part cette question qui apparaît ici à votre écran, faut-il avoir peur du progrès? Il y a l'autre question qui apparaît sur votre polycopier, qui concerne plus directement les textes maintenant auxquels je vais me référer, parce qu'on va faire appel à des textes, qui est au sujet de la vision de l'avenir qui nous est proposée dans le corpus que nous allons regarder ensemble. Un corpus, je vous rappelle, c'est un ensemble de textes. Au fond, les philosophes et les écrivains, ils nous proposent deux visions de l'avenir assez dissemblables. L'une est une vision plutôt positive et optimiste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avertissement dans ces visions optimistes et positives. L'autre, à l'inverse, est une vision peut-être plus pessimiste, qui tient davantage de l'ordre de l'avertissement et qui nous incite à faire particulièrement attention aux dérives. On va donc regarder un corpus de 5 textes et voir quelles sont les différentes visions de l'avenir qui nous sont proposées. Alors, on va commencer par un ouvrage absolument fondamental qui s'appelle Homo Deus, littéralement l'homme-dieu. Je reviendrai sur cette notion, une brève histoire du futur, publiée en 2017 par un essayiste et historien d'origine israélienne, Yuval Noah Harari.
C'est un auteur que vous avez peut-être déjà croisé, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il a écrit un ouvrage extrêmement célèbre publié en 2015 de mémoire. De toute façon, je le rementionne après, qui s'appelle Sapiens. C'est cet ouvrage extrêmement célèbre qui raconte l'histoire de l'humanité depuis la naissance de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ce deuxième ouvrage qui fait suivre à Sapiens, qui fait suite à Sapiens, il s'intéresse au futur. Tout est dans le titre, une brève histoire du futur. Nous sommes là au tout début de cet essai. Ce sont les premières lignes, les premières pages. Et il essaye de dessiner une vision possible du futur. Il fait le bilan des millénaires qui nous ont précédés et il dessine les horizons possibles qui sont les nôtres. Je vous lis donc cet extrait. À l'aube du troisième millénaire, l'humanité se réveille et s'étire. Elle se frotte les yeux, l'esprit traversé par quelque affreux cauchemar revenant par bribes. Il y avait des sortes de barbelés et d'immenses nuages en forme de champignons. Oh bon, ce n'était qu'un mauvais rêve. Dans la salle de bain, l'humanité se débarbouille, examine ses rides dans la glace, puis elle se prépare une tasse de café et ouvre son agenda. Voyons l'ordre du jour. Donc dans ce premier paragraphe, l'auteur, de façon un peu ludique et amusante, il figure l'humanité sous les traits d'une personne concrète, donc on a là quasiment une personnification, une allégorie en tout cas de l'humanité qui apparaît comme un être humain qui se réveille d'un sommeil hanté par des cauchemars qui font directement écho à ce qu'on a étudié dans l'autre sous-thème du semestre 1, du semestre 2, pardonnez-moi, à savoir histoire et violence. Les barbelés, bien sûr, ce sont les barbelés des camps de guerre et des camps d'extermination. Les immenses nuages en forme de champignons, c'est la bombe atomique. Bref, à la fin du deuxième millénaire, qu'est-ce qu'on retire en termes de leçons? Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'avenir, hein? On avait vu qu'effectivement, les leçons étaient pour le moins douloureuses et amères. Qu'est-ce qu'on peut espérer du futur? Ben, regardons. Deuxième paragraphe. Le programme a été le même pendant des milliers d'années. Ce sont les trois mêmes problèmes qui ont préoccupé les habitants de la Chine du XXe siècle, ceux de l'Inde médiévale et de l'Égypte ancienne. La famine, les épidémies et les guerres ont toujours été en tête de liste. De génération en génération, les humains ont prié Dieu, anges et saints. Ils ont inventé d'innombrables outils, institutions et systèmes sociaux, mais n'en ont pas moins continué de mourir par millions, victimes de la faim, de la maladie et de la violence. Nombre de penseurs et de prophètes en ont conclu que la famine, les épidémies et la guerre devaient être une partie intégrante du plan cosmique de Dieu ou de notre nature imparfaite. Rien, sinon la fin des temps, ne nous en délivrerait. Donc l'idée ici, effectivement, c'est que au fond, pendant des millénaires, on a toujours connu les mêmes problèmes, on a toujours connu les mêmes fléaux, la faim, la famine, la maladie, les épidémies et la violence, la guerre, et que il n'y avait pas de solution qui se dessinait. Regardons maintenant ce qu'il en est aujourd'hui, à l'aube de ce troisième millénaire. À l'aube du troisième millénaire, pourtant, l'humanité se réveille sur un constat stupéfiant. On y réfléchit rarement, mais au cours des toutes dernières décennies, nous avons réussi à maîtriser la famine, les épidémies et la guerre. Bien entendu, ces problèmes n'ont pas été totalement résolus, mais les forces incompréhensibles et indomptables de la nature sont devenues des défis qu'il est possible de relever. Nul besoin de prier un dieu, un saint ou un ange pour nous en préserver. Nous savons fort bien comment empêcher famine, épidémie et guerre. Et la plupart du temps, nous y parvenons. À l'aube de ce nouveau millénaire qui est le nôtre, grâce à la technique, nous avons réussi à contrecarrer ces trois grands ennemis qui ont toujours poursuivi l'humanité, la famine, les épidémies et les guerres. Donc vous voyez que la technique ici, elle nous apporte au fond un confort nécessaire et ô combien salutaire. Je poursuis la lecture de ce texte qui est le plus long. Certes, il y a toujours des échecs notables. Face à eux, cependant, nous ne nous contentons pas de nous... Alors là, j'ai oublié des mots, j'ai dû taper trop vite, de nous taper les épaules en disant, bon, c'est comme ça dans notre monde imparfait ou que la volonté de Dieu soit faite. Quand la famine, l'épidémie ou la guerre échappent à tout contrôle, nous avons plutôt le sentiment que quelqu'un a dû déconner. Nous mettons en place une commission d'enquête et nous promettons de faire mieux la prochaine fois. Et ça marche. Des calamités de ce genre surviennent de fait de moins en moins souvent. Pour la première fois de l'histoire, on meurt plus aujourd'hui de manger trop que de manger trop peu. On meurt plus de vieillesse que de maladies infectieuses. Et les gens qui se suicident sont plus nombreux que les victimes de tous les soldats, terroristes et criminels réunis. Au début du XXIe siècle,
L'être humain moyen risque davantage de mourir d'un excès de McDo que de la sécheresse, du virus Ebola ou d'un attentat d'Al-Qaïda. Dès lors, même si l'ordre du jour des présidents, PDG ou autres généraux est encore chargé de crises économiques et de conflits militaires, à l'échelle cosmique de l'histoire, l'humanité peut lever les yeux et commencer à regarder vers de nouveaux horizons. Donc ici, il fait un constat, c'est qu'au fond, on a réussi à relever la plupart des défis de l'humanité. Il démontre de façon assez rapide, mais somme toute convaincante, en tout cas intéressante, que la famine a été résolue, que la guerre a été résolue et que euh, les épidémies ont été résolues. Il dit alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu, mais quand elles surviennent, c'est de notre faute. Et on sait très bien comment les éradiquer. Ce faisant, dans la mesure où on a pu contrecarrer ces fléaux, on a peut-être des horizons plus enthousiasmants, plus nobles, plus intéressants, qui peuvent se dessiner. Je reprends la lecture. Si la famine, les épidémies et la guerre sont bel et bien en passe d'être maîtrisées, par quoi vont-elles être remplacées au premier rang des priorités humaines? Tels des pompiers dans un monde sans feu, l'espèce humaine doit, pour la toute première fois, se poser une question. Qu'allons-nous faire de nous? Dans un monde sain, prospère et harmonieux, quel va être l'objet de notre attention et de notre ingéniosité? Cette question devient doublement urgente, compte tenu des pouvoirs immenses que nous confèrent désormais la biotechnologie et la technologie de l'information. Qu'allons-nous faire de ce pouvoir? Avant de répondre à cette question, il nous faut dire quelques mots de plus sur la famine, les épidémies et la guerre. L'idée qu'elles soient sous contrôle paraîtra à certains exagérée, pour le moins naïve, voire obscène. Qu'en est-il des milliards de gens qui survivent péniblement avec moins de 2 dollars par jour? Qu'en est-il du sida qui continue de ravager l'Afrique des guerres qui font rage en Syrie et en Irak? Alors ensuite, il continue, mais je n'ai pas tout recopié des premières pages de ce livre pour dire qu'au fond, c'était souvent de notre responsabilité. Ce n'était plus de l'ordre du hasard, de quelque chose qu'on n'arrivait pas à maîtriser, que la survenue d'une épidémie, prenons l'épidémie de coronavirus par exemple, mais c'était vraiment par notre faute, c'était des anticipations, c'était un manque d'anticipation, c'était des avertissements qu'on n'avait pas su entendre et des problèmes politiques au fond. Donc, texte très intéressant qui nous montre qui pose beaucoup de questions, hein, et c'est justement de façon symbolique aussi une question que j'ai choisi de prendre pour titre de cette séquence, jusqu'où pouvons-nous aller? C'est justement ce que demande ce texte. Avec tous ces moyens techniques, qu'est-ce qu'on va faire? On se dirige vers l'utopie, on se dirige vers la dystopie, on va multiplier les dérives, on va améliorer la condition humaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce texte, il est plutôt optimiste, en ce sens que, dans l'introduction tout au moins, même si le livre est beaucoup plus nuancé, il semble dessiner un avenir plutôt prospère pour l'humanité, qui, fort de ses pouvoirs, peut considérablement améliorer son sort. On va glisser vers le texte 2, qui est lui beaucoup plus vieux. Il est issu de Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'ouvrage politique. Il fait état d'un mythe extrêmement important quand on réfléchit à la technique et au futur et à la puissance que l'homme peut avoir grâce à la technique, c'est le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, je vais vous le raconter après vous avoir lu ce texte. Abandonnés par les dieux, les hommes doivent subvenir à leurs besoins. C'est grâce à la technique, c'est-à-dire à la création et à l'utilisation d'outils, qu'ils vont pouvoir dominer leur environnement hostile. Étant donné qu'ils ne pouvaient plus compter sur la providence du démon qui nous possédait, et comme toutes les bêtes qui présentaient une nature agressive devenaient sauvages, les hommes, qui par eux-mêmes étaient faibles et qui se trouvaient dépourvus de protection, étaient mis en pièces par les bêtes sauvages. En outre, dans les premiers temps, ils restaient dépourvus d'industrie et de technique, du fait que leur alimentation n'était désormais plus assurée spontanément. Ils ne savaient absolument pas comment se la procurer, parce qu'aucune nécessité ne les y avait contraints jusqu'alors. Pour toutes ces raisons, ils étaient plongés dans de grandes difficultés. Voilà pourquoi ces dons qu'une tradition antique évoque ont été faits par les dieux, qui y joignirent l'enseignement et l'apprentissage indispensables. Le feu par Prométhée, les arts par Héphaïstos, et par celle qui est son associée, Platon parle ici d'Athéna, dans ce domaine, les semences, enfin, et les plantes par d'autres divinités. Et tout ce sur quoi la vie humaine put compter en matière d'équipement, résultat de ces techniques, lorsque les hommes furent privés de la providence qu'assuraient les dieux, comme je viens de le dire. C'est pour cette raison que les hommes durent apprendre à se conduire par eux-mêmes et à prendre soin d'eux-mêmes, tout comme le monde en son entier. C'est en imitant ce monde et en le suivant pour toujours que maintenant nous vivons et croissons de cette façon, alors que jadis nous vivions d'une autre façon.
Donc ici, Platon, il fait référence à un mythe, en l'occurrence à beaucoup de mythes, mais notamment un mythe, celui de Prométhée, Prométhée le voleur de feu. Le mythe de Prométhée est le suivant. Il s'agit plutôt du début du monde, à un moment où les dieux de l'Olympe décident de multiplier les créatures sur Terre et de donner leur indépendance aux créatures sur Terre. Deux divinités sont chargées de répandre les différentes caractéristiques qui vont être attribuées à chaque espèce animale. Chaque espèce animale doit donc recevoir une caractéristique qui lui sera propre et qui lui permettra de subvenir à ses besoins et de survivre. Le guépard sera rapide, l'oiseau pourra voler, la fourmi sera petite, l'éléphant grand et robuste, et ainsi de suite, vous avez compris. Ces deux divinités, c'est Épiméthée et Prométhée. Alors, Épiméthée va dire à Prométhée, écoute, t'inquiète pas, moi je m'en charge, je vais faire le tour du monde, je vais distribuer les qualités, et le travail sera fait, bien fait. Prométhée en profite et se dit, bah, écoute, pourquoi pas, après tout, je te fais confiance, et puis moi, je pourrais m'économiser. Épiméthée fait le tour du monde et donne à l'éléphant la robustesse et la grandeur, au guépard la vitesse, à l'oiseau le vol, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. Arrive une dernière créature, l'homme. Et là, problème, il n'y a plus de caractéristiques à distribuer. Le travail a été mal fait. L'homme, ce faisant, se trouve complètement démuni, impuissant, en proie aux bêtes, et incapable de subvenir à ses besoins. Prométhée décide alors de prendre les choses aux mains et va sur l'Olympe pour voler un attribut des dieux, le feu. Le feu, dans ce mythe, symbolise la technique et la capacité, c'est-à-dire la création et l'utilisation d'outils. Le feu est un cadeau offert aux hommes qui, grâce au feu, vont pouvoir prendre une place qui sera la leur désormais, celle qui est au sommet du vivant. Grâce à la technique, l'homme va pouvoir maîtriser son environnement, subvenir à ses besoins, se défendre et créer un confort lui permettant d'améliorer sa condition. Vous voyez, là encore, un texte plutôt optimiste quant à la technique et au progrès. L'idée avancée ici, c'est que la technique nous permet de survivre, de subvenir à nos besoins, de nous créer un cadre de vie dans lequel le confort est possible et donc dans lequel on va pouvoir améliorer nos conditions. C'est donc un texte, là aussi, qui propose une vision plutôt optimiste de l'avenir. La technique est, j'allais dire nécessairement, peut-être pas nécessairement, mais elle est là pour nous permettre de rendre le monde moins hostile et donc beaucoup plus intéressant et bénéfique nous concernant. Glissons maintenant vers un autre texte, celui-ci d'un Français, Alain Damasio, grand auteur de science-fiction, qui, dans la zone du dehors, réfléchit justement à ce qu'on a défini tout à l'heure lorsqu'on parlait du cyborg. Je vous donne dans le paratexte, c'est-à-dire les lignes en italique, le cadre de cet extrait. 2084, construit sur un astéroïde inhabitable, le Cerclon est adapté à la vie humaine, mais sous la dépendance de la technologie. Capte, à la tête du mouvement subversif La Volte, réfléchit à la condition des Cercloniens, ces êtres humains du futur. Il voulait rester dynamique et performant, mais sans se fatiguer, mon Dieu. Chaque muscle, chaque nerf de cerclonien était coincé, pincé dans cet étau que vissait, au sens contraire, le culte de la performance et la loi du moindre effort. Mais il y avait un dépassement dialectique. On avait trouvé une synthèse à la contradiction. Si nous voulions un corps performant, et qu'il refusait l'effort, ne fallait-il pas changer de corps, le substituer pièce par pièce, méthodiquement, de la fibre élastique, des greffes de matériaux, des implants informations, bref, de la technologie efficace qui supplée à ces insuffisances. Depuis 30 ans, appelée par cette logique, avait émergé une science, celle des technogreffes. Elle postulait ceci: tout corps, aussi sain et robuste soit-il, est toujours fondamentalement handicapé, et que par conséquent, tout citoyen qui se veut performant a besoin de se faire enquister un petit boîtier dans la colonne vertébrale pour s'impulser au moment désiré des décharges électriques dans le système nerveux. Ces intratechnologies, je les redoutais plus que tout. Si on laissait coloniser nos organes, la volte ne servirait plus à rien. L'espèce humaine aurait atteint son ultime déchéance. Évidée de nos viscères, il ne resterait de nous qu'une charpente d'os et de peau, sorte de carrosserie high-tech pour un moteur informatique nous pilotant de l'intérieur à la manière de Pantin et exploitant, pour transmettre ces données, nos nerfs comme autant de microcâbles supraconductifs.
nous serions agis, sentis, devenus matière première. J'en avais la nausée. Donc, dans ce texte qui est vraiment en deux parties, on a toute une réflexion justement sur le transhumanisme, sur cette philosophie qui consiste à prôner l'implémentation dans nos corps de particules techniques, de techniques au fond, hein, permettant de suppléer à nos éventuelles fragilités et défaillances. C'est ce qu'il appelle dans le texte les technogreffes. Et dans le premier paragraphe, vous avez justement une restitution de l'état d'esprit de cette société imaginaire, état d'esprit dans lequel ou en vertu duquel il s'agit de remplacer tous les éléments défaillants du corps par des éléments techniques, technologiques. Je veux aller plus vite, et ben j'ai qu'à me greffer de super jambes. Je veux être super fort, et ben j'ai qu'à greffer de super bras. Je veux voir la nuit, ben j'ai qu'à changer mes yeux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a là ce qui pourrait apparaître comme étant une sorte d'éloge de ces différents implants techniques. Oui, mais dans le dernier paragraphe, on a un avertissement. On a un avertissement parce que, et l'auteur en cela pose une question intéressante, est-ce que je suis encore humain si à l'intérieur, je ne suis plus qu'un plan électronique? Jusqu'à quel moment je reste humain tout en étant technologique? À quel pourcentage peut-on fixer la bascule de l'humain à le cyborg, le robot ou que sais-je? Ici, il met même un mot fort, il parle de colonisation. La technologie, à travers de tels implants, serait amenée à nous coloniser et à décider pour nous. On ne serait donc plus en charge de notre propre vie, ce serait la technologie qui serait en charge de nos propres vies et qui utiliserait purement et simplement nos corps. Donc vous voyez cette idée de colonisation. L'implant technique devient une forme de colonisation qui nous prive de notre libre arbitre, qui nous prive de notre conscience, qui nous prive de notre humanité. Avançons et regardons un autre texte, lui aussi de science-fiction, lui aussi d'un auteur français. C'est un grand classique de science-fiction qui s'appelle Ravage, publié il y a longtemps, hein, vous voyez, en 1943, et écrit par René Barjavel. Là encore, petit paratexte qui vous restitue le contexte. Dans ce roman de science-fiction, après un cataclysme survenu en 2052, seule une poignée d'êtres humains a pu survivre en bannissant les inventions modernes. Le patriarche, unique homme à avoir connu le monde ultramoderne d'avant 2052, s'entretient avec le forgeron. Bon, vous avez compris le cadre. Avant 2052, c'était un monde ultramoderne qui reposait essentiellement sur la technologie. En 2052, il y a un cataclysme, c'est-à-dire une catastrophe qui se produit, dont on ignore au début du roman plus ou moins les tenants et les aboutissants. Et après 2052, on a affaire à quelques survivants qui tentent de se réunir pour refaire l'humanité, reconstituer l'humanité. Et on va voir qu'ils se sont jurés une chose, ne plus jamais faire confiance à la technique, à la technologie. Lisons l'extrait. La nuit tombe sur le village. Derrière le forgeron, debout, la machine rougeoie et halète. Elle est bâtie d'énormes poutres de bois, d'une grande chaudière de cuivre, et de roues et de pistons et d'autres organes de bronze. Elle gicle une vapeur qui tournoie autour d'elle. La barbe du patriarche luit doucement dans la pénombre. Comment t'est venue l'idée de construire cette machine? L'as-tu prise dans quelques livres? Je croyais que tu ne savais pas lire. Non, mon père, je ne sais pas lire, et l'idée ne m'est pas venue d'un livre, mais en considérant une marmite sur le feu. L'eau qui bouillait en soulevait le couvercle. J'ai voulu utiliser la force de l'eau bouillante. J'ai construit d'abord un engin qui faisait tourner la roue de ma boîte au moyen d'un lien de cuir plat. Puis j'ai voulu faire plus grand. Et je suis parvenu à mes fins, père, tu le vois. Je t'apporte ma machine. Tu es très vieux et très sage. Avec tes conseils, j'espère la rendre plus forte encore et plus utile, et en construire d'autres qui épargneront aux hommes, mes frères, beaucoup de leur peine de chaque jour. Le forgeron tend ses deux mains en avant, en geste de don. Il est fier d'avoir construit cette merveille. Il est heureux de la donner à celui dont la sagesse fait le bonheur de tous. Son cœur est plein d'amour et de joie. Mais il recule tout à coup. Dans la nuit, la voix du patriarche gronde plus fort que celle de la machine et lui apporte les mots d'une terrible colère. Insensé, crie le vieillard. Le cataclysme qui faillit faire périr le monde est-il déjà si lointain qu'un homme de ton âge ait pu en oublier la leçon?
Ne sais-tu pas, ne vous l'avais-je pas appris à tous, que les hommes se perdirent justement parce qu'ils avaient fabriqué mille et mille et mille sortes de machines? Chacune d'elles remplaçait un de leurs gestes, un de leurs efforts. Elles travaillaient, marchaient, regardaient, écoutaient pour eux. Ils ne savaient plus se servir de leurs mains, ils ne savaient plus faire d'efforts, plus voir, plus entendre. Autour de leurs os, leur carcasse inutile avait fondu. Dans leur cerveau, toute la connaissance du monde se réduisait à la conduite de ces machines. Quand elles s'arrêtèrent, toutes à la fois par la volonté du ciel, les hommes se trouvèrent comme des huîtres arrachées à leur coquille. Il ne leur restait qu'à mourir. Donc dans ce texte, on assiste tout d'abord à un jeune homme qui invente une machine. En fait, c'est la machine à vapeur qu'il vient de redécouvrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il la découvre tout seul, sans reproduire des mécanismes qu'il a pu lire dans un livre, c'est simplement par déduction logique. Donc il y a là un point intéressant, c'est que l'homme est intrinsèquement lié à la technique. C'est ce qu'on va voir plus tard dans la synthèse théorique, dans le morceau de cours. C'est un philosophe Bergson qui nous dit que l'homme est homo faber. Il est non seulement homo sapiens, mais aussi homo faber. L'homme qui fabrique, l'homme qui, de toute façon, crée des outils. Il est dans notre nature de créer de la technique et de l'utiliser. Et c'est ce que prouve cet extrait. Vous voyez que ce jeune homme qui n'a jamais connu le monde d'avant, qui n'a pas recueilli d'informations dans un livre, simplement par ses observations et les déductions logiques qu'il peut en tirer, il a créé la machine à vapeur. Mais, grand avertissement du patriarche, le patriarche ici c'est le chef, hein, qui est un vieillard, euh, qui fait un blâme terrible de la technique, et c'est l'objet du dernier paragraphe, où il montre là encore à quel point les machines, c'est-à-dire la technique, avaient dépossédé les êtres humains de leur humanité. Là encore, on peut parler de colonisation. Regardez la manière dont il formule les choses. Les machines travaillaient, marchaient, regardaient, écoutaient pour eux. Les hommes ne savaient plus se servir de leurs mains. Ils ne savaient plus faire d'efforts, plus voir, plus entendre. Bref, tout ce qui nous caractérise, nous ne sommes plus capables de le maîtriser. Nous avons été dépossédés de nos caractéristiques essentielles par les machines qui nous ont conduits à mille et une dérives et qui nous ont colonisés jusque dans nos cerveaux, hein. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Dans leur cerveau, toute la connaissance du monde se réduisait à la conduite de ces machines. Nous étions devenus des esclaves des machines et notre seul but, c'était de faire en sorte que ces machines puissent tourner et vivre à notre place. Donc, grand avertissement qui résonne ô combien aujourd'hui. Donc ici, on a vraiment affaire à un blâme de la technique, même si la technique, hein, vous voyez que le jeune homme qui invente la machine, il le fait pour aider ses semblables, pour renforcer le confort, pour créer un cadre plus propice au développement de la condition humaine. Hein, c'est ce qu'il dit à la fin de sa réplique. J'espère rendre ma machine plus forte encore et plus utile et en construire d'autres qui épargneront aux hommes, mes frères, beaucoup de leur peine de chaque jour. Regardons maintenant le dernier texte, qui est très clairement le plus dur. C'est un texte de Goethe, un auteur que nous avions déjà vu durant le semestre 1. Je vous rappelle, dans ce mouvement pré-romantique qui s'appelle le Sturm und Drang. On l'avait vu par exemple avec les souffrances du jeune Werther et qu'on retrouve ici avec un texte allégorique qui s'intitule L'apprenti sorcier. Je vais vous lire le texte qui a été repris par Disney dans un film qui s'appelle Fantasia. Moi, je crois que c'est ça, Fantasia, qui met en son centre Mickey, vêtu d'une cape de magicien rouge et d'un bonnet de magicien bleu. Peut-être que vous l'avez vu, c'est avec euh, des balais et des seaux d'eau. Vous allez voir de quoi il en retourne. Enfin, il s'est donc absenté, le vieux maître sorcier. Et maintenant, c'est à moi aussi de commander à ses esprits. J'ai observé ses paroles et ses œuvres, j'ai retenu sa formule. Et avec de la force d'esprit, moi aussi je ferai des miracles. Que pour l'œuvre, l'eau bouillonne et ruisselle, et s'épanche en bain à large seau. Et maintenant, approche, viens, viens, balai, prends-moi ces mauvaises guenilles. Tu as été domestique assez longtemps. Aujourd'hui, songe à remplir ma volonté. Debout, sur deux jambes, une tête en haut, cours vite et te dépêche de mal épuiser de l'eau. Que pour l'œuvre, l'eau bouillonne et ruisselle, et s'épanche en bain à large seau. Bravo, il descend au rivage. En vérité, il est déjà au fleuve, et plus prompt que l'éclair, le voilà ici de retour avec un flot rapide. Déjà une seconde fois. Comme chaque cuve s'enfle, comme chaque vase s'emplit jusqu'au bord. Arrête, arrête, car nous avons assez de tes services. Ah, je m'aperçois. Malheur, malheur, et j'ai oublié le mot. Ah, la parole qui le rendra enfin ce qu'il était tout à l'heure. Il court et se démène.
Fuges-tu donc le vieux balai, toujours de nouveaux sauts qu'il apporte, ah, et sans fleuve se précipite sur moi. Non, je ne puis le souffrir plus longtemps, il faut que je l'empoigne. C'est trop de malice. Ah, mon angoisse augmente. Quelle mine, quel regard. Engeance de l'enfer. Faut-il que la maison entière soit engloutie? Je vois sur chaque seuil courir déjà des torrents d'eau. Un damné balai qui ne veut rien entendre. Bûche que tu étais, tiens-toi donc tranquille. Si tu n'en finis pas, prends garde que je ne t'empoigne et ne te fende et ne fende ton vieux bois au tranchant de la hache. Oui, Da, le voilà qui se traîne encore par ici. Attends que je t'attrape. Un moment, kobold, et tu seras par terre. Le tranchant poli de la hache l'atteint. Il craque. Bravo, vraiment fort bien touché. Voyez, il est en deux. Et maintenant j'espère et je respire. Malheur, malheur, deux morceaux s'agitent maintenant et s'empressent comme des valets debout pour le service. À mon aide, puissance supérieure. Comme ils courent, de plus en plus l'eau gagne la salle et les degrés. Quelle effroyable inondation! Seigneur et maître, entends ma voix. Ah, voici venir le maître. Maître, le péril est grand. Les esprits que j'ai évoqués, je ne peux plus m'en débarrasser. Dans le coin, balai, balai, que cela finisse, car le vieux maître ne vous anime que pour vous faire servir à ses desseins. Bon, alors, c'est pas forcément le texte le plus accessible, je vous l'accorde. Quelle en est l'histoire? Nous sommes chez un vieux sorcier. Et ce vieux sorcier, il a un apprenti. Cet apprenti, il va être au cœur du texte que nous venons de lire. Le vieux sorcier, un jour, s'absente. Et l'apprenti sorcier, eh bien lui, il va se dire, ben, en fait, moi je suis aussi fort que mon maître, et je suis sûr que je suis capable de manier ses pouvoirs magiques. Ainsi, mon maître m'a demandé de remplir des cuves d'eau, des marmites d'eau, pour faire ses potions, et je suis certain qu'en utilisant ces formules magiques, je vais pouvoir demander à ce balai qui est dans un coin de la salle d'aller me chercher de l'eau. Il récite l'incantation magique, le balai prend vie, le balai se charge d'aller chercher de l'eau, ramène de l'eau, tout est parfait. L'apprenti sorcier se dit, mais décidément, je suis extrêmement doué, je suis aussi doué que mon maître, le vieux sorcier, sauf que problème, le balai ne s'arrête pas. Et de l'eau, il en ramène encore et encore et encore et encore. Tant et si bien que la marmite déborde, que la salle commence à être inondée, que l'eau monte, 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 et que l'apprenti sorcier se retrouve presque submergé. Complètement démuni, complètement impuissant, il appelle à l'aide son vieux maître, le vieux sorcier, qui justement revient à ce moment-là et d'une phrase rend de nouveau le balai inanimé. Toutes les tentatives de la part de l'apprenti sorcier ont échoué, notamment celle qui consistait à fracasser le balai en deux à coups de hache. Donc de chance, quand le balai est fracassé en deux, bah, ça fait deux balais et non plus simplement un balai. Quelle est maintenant la dimension allégorique de ce récit? Donc, par-delà le petit conte qui peut paraître enfantin, il y a en fait une leçon philosophique, une leçon éthique et morale. Tout tourne autour ici de la question de la technique. Le vieux maître, c'est qui? Bah, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu. L'apprenti sorcier, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui, par la technique, pouvons, par moment, prétendre remplacer Dieu. Dieu au sens le plus large du terme. On aurait pu aussi parler de la nature, des lois de la nature. D'accord? C'est pas forcément le Dieu du monothéisme. Par la technique, on a tendance à vouloir remplacer la nature, à défier les lois de la nature, à nous prendre nous-mêmes pour une sorte de Dieu, à recréer nous-mêmes les lois de la nature. Sauf que quand on tente de telles entreprises, que se passe-t-il? Ça tourne très mal. Nécessairement, on en arrive à une dérive. Nécessairement, la dérive se retourne contre nous. Nécessairement, ce retournement nous met en danger de mort. Donc, c'est une leçon philosophique ici sur la place que doit tenir l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier doit rester un apprenti sorcier, c'est-à-dire sous le service de son vieux maître, et ne pas prétendre exercer lui-même la magie du vieux maître, car il n'en est pas capable. Donc, les textes 3, 4 et 5, vous le voyez, proposent une vision, au fond, beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus sombre du progrès technique, à l'égard duquel il nous invite, au fond, à
propos duquel, oui, c'est ça, ils nous mettent en garde, et à l'égard duquel ils formulent une forme d'avertissement. Il y a là potentiellement des dérives possibles qui pourraient jouer en notre défaveur. Donc, utopie ou dystopie, vous voyez que la question se pose. Les textes que nous venons de lire, ils ne sont pas sans rappeler des films que vous pouvez voir, et vous avez d'ailleurs toute une filmographie. J'en propose quelques-uns ici, il y en aurait bien d'autres. Ex Machina, qui réfléchit sur la place du robot, tout comme iRobot, par exemple. Fondation qui représente, enfin qui réfléchit sur le futur lointain de l'humanité et sur la place que peut occuper bien sûr la technique dans ce futur lointain et sur la manière dont on peut prédire l'histoire. Black Mirror qui réfléchit aussi beaucoup à la technique et je dirais à la présence quotidienne de la technique et aux éventuelles dérives que ça peut induire. C'est une série assez sombre, enfin une anthologie plutôt, puisque chaque épisode est indépendant, qui réfléchit véritablement à la manière dont la technique peut nous déposséder de notre humanité, peut conduire à glisser vers un monde inquiétant. Terminator, que vous connaissez bien, qui consiste justement à dépeindre la prise, l'autonomie, la prise d'indépendance d'une intelligence artificielle qui se retourne contre l'homme. Blade Runner, je pense que vous connaissez peut-être plus le dernier, le dernier Blade Runner de Denis Villeneuve, qui est la suite de ce premier Blade Runner, qui raconte dans le premier l'histoire de robots qui n'ont plus conscience qu'ils sont des robots. Et c'est toute une réflexion sur ce qui fait notre humanité. Vous avez également Ad Astra sur le voyage spatial et sur ce que ça peut apporter, euh, et sur les dérives de la technique. Le but étant effectivement de sauver l'humanité. De façon peut-être plus proche, vous avez cette mini-série Tchernobyl qui réfléchit à, là aussi, les façons dont la technique peut se retourner contre nous, avec par exemple ici la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Koyaanisqatsi, c'est une vidéo que je vais poster en ligne que vous pourrez regarder quand je parlerai du mythe d'Icare à la fin du Grand 1. C'est un film très étonnant. C'est un peu le précurseur du time-lapse. Vous savez, hein, ces paysages que l'on filme pendant longtemps et que l'on fait défiler à toute vitesse, qui mesurent sans prendre de position au demeurant, qui vous laisse entièrement juge ce que la technique peut apporter ou nous enlever au quotidien. De quelle façon, disons, la technique questionne notre humanité. Vous avez Mad Max, un monde post-apocalyptique où l'humanité est réduite au fond à la portion congrue et font tout, et les survivants font tout pour tenter de survivre tant bien que mal. Et puis vous avez un très beau film d'amour, Her, qui raconte une histoire d'amour entre un homme, ici campé par Joaquin Phoenix, et une intelligence artificielle dont nous n'aurons que la voix, et la voix elle est campée par Scarlett Johansson dans la version originale. Donc, ces références, que ce soit celles des films bien évidemment et des séries, peut-être par certains égards celles des textes 4 et 3, elles appartiennent à un sous-genre que vous allez beaucoup croiser dans le cadre de ce sous-thème 2, les limites de l'humain, c'est la science-fiction. Alors la science-fiction, c'est quoi? C'est un genre narratif. C'est donc ici un genre qui se fonde sur le fait de raconter une histoire. Très souvent, on parle de nouvelles de science-fiction ou de romans de science-fiction. Elle se concrétise sous des formes diverses, que ce soit la littérature ou le cinéma, très populaire au cinéma, mais tout autant en littérature, surtout chez les Américains. Le but de la science-fiction, c'est de décrire un état futur du monde en s'appuyant sur les données de la science actuelle et en essayant d'anticiper les progrès de cette science, les progrès à venir, et les potentielles conséquences de ces progrès sur l'humanité. La science-fiction, c'est toujours intéressant parce que c'est une sorte d'expérience de pensée. La science-fiction, ça consiste toujours au début à se poser une question. Et si? Et si, et si les robots prenaient le pouvoir? Et si on était noté au jour le jour par une application et que cette application nous permettait, en fonction de notre score, d'avoir plus ou moins d'avantages dans la société? Et si je tombais amoureux d'un robot? Et si, ainsi de suite, vous avez compris. Et ces expériences de pensée, elles permettent véritablement à la littérature et à la philosophie de nourrir la réflexion bioéthique, je vous rappelle ce mot que j'ai défini tout à l'heure, donc de nourrir la réflexion bioéthique sur les progrès possibles de l'humanité. Ça contribue à cette réflexion générale sur le cadre à fixer en ce qui concerne les limites de l'humain, les limites à déplacer ou les limites à ne pas déplacer. Avant d'aborder le morceau de cours, on arrive à la fin du grand 1 et le grand 2 sera assez rapide. Un petit point sur les différents concepts que l'on manie là et les différentes périodisations, je vais y arriver, historiques qui en découlent. Alors actuellement, on considère qu'on vit à l'heure de l'hypermodernité.
L'hypermodernité, je vais d'abord vous la présenter sous l'égide d'un texte écrit ici par Jacqueline Barus-Michel et qui s'intitule L'hypermodernité, dépassement ou perversion de la modernité. Je vous lis le texte. L'hypermodernité est un rêve de déshumanisation. L'homme hypermoderne rêve de se fabriquer lui-même à l'aide de techniques de pointe, non seulement opérer ou réparer, ou même transplanter, mais aussi fabriquer, faire vivre un clone, image d'un moi improbable, purement narcissique et pervers. L'homme en tant qu'espèce serait désormais remplacé par la technique, produit par la technique, exterminé par la technique. Tout est automatisé, numérisé, mis en réseau, en vidéo. Bon, ce que pointe ici Jacqueline Barus-Michel, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on ne l'avait pas vu jusqu'à présent, mais c'est un risque de déshumanisation, notion qui était au cœur du sous-thème 1 du semestre 2, qu'on a beaucoup vu, notamment avec les récits génocidaires, mais qui est de nouveau présente ici. Et Jacqueline Barus-Michel nous dit, attention, l'hypermodernité, l'ère philosophico-historique dans laquelle nous sommes actuellement, ne nous a pas débarrassés de la déshumanisation. La déshumanisation, elle peut venir de la technique. Et en fait, vous avez vu les textes tout à l'heure qui parlaient de colonisation, etc. Justement, mettez le doigt sur ce danger de déshumanisation. Remarquez ici un mot qui revient en boucle dans le petit texte que je vous ai lu, c'est le mot de technique. Tout va être remplacé par la technique, tout va être saturé de technique, et ce faisant, où résidera l'humanité? C'est justement une mise en garde qui est faite à l'encontre de ce que vous avez sur la partie gauche de l'écran, à savoir le transhumanisme et le posthumanisme. Jusqu'à présent, on était dans l'ère de l'humanisme. Aujourd'hui, peut-être que se dessine l'ère du transhumanisme. Et après le transhumanisme, on aura le posthumanisme. Pour savoir ce que signifient ces différents mots, je vous laisse vous référer à ce que j'expliquais un peu plus tôt dans le cours. Ça, ce sont des concepts philosophiques. Et à droite, vous avez des concepts, eux aussi philosophiques, mais aussi un peu historiques. De la modernité qui était celle du 19e siècle, qui consistait à réinventer le monde, à réinventer les valeurs, à faire table rase. On est passé, après la Seconde Guerre mondiale, à la postmodernité, qui est une critique de la modernité, et qui montre qu'en fait, on ne peut pas véritablement réinventer le monde, que cette prétention, elle est un peu naïve, elle est un peu enfantine, elle est peut-être même un peu dangereuse. Et aujourd'hui, on est à l'ère de l'hypermodernité étant cette ère caractérisée par l'omniprésence de la technique. Effectivement, hein, j'en ai déjà parlé en cours, mais pensez à la place qu'occupe notre téléphone portable dans nos vies et à cet acte symboliquement fort et perçu comme une agression de la part des élèves lorsqu'un professeur s'empare du téléphone portable. Bah oui, parce que quand on prend votre téléphone portable, on ne prend pas n'importe quel objet, on ne prend pas votre trousse, on ne prend pas un stylo, on prend une part de vous. C'est dire l'importance de la technique dans nos vies. Ces concepts-là, je ne les détaille pas plus, ils ne sont pas forcément centraux, ils sont peut-être quand même à retenir, ça peut toujours être intéressant, a fortiori s'ils sont mobilisés dans un texte. Ça demanderait plus d'explications, notamment sur le thème de postmodernité que j'ai survolé ici, mais il n'y a pas besoin en l'état d'en savoir beaucoup plus et on pourra du reste aborder les choses lors des séances de révision. Je passe maintenant au point du cours qui est structuré en trois grandes parties. D'abord, la première partie, la première perspective, c'est une partie un peu historique qui nous montre comment on est passé de la présence de l'outil à ce qu'on peut appeler le technocosme. Je vous lis ce cours. L'homme est un technicien par nature, c'est-à-dire un être qui invente des outils. Homo sapiens, l'homme qui sait, est aussi un homo faber, l'homme qui fabrique, qui construit, qui ajuste, nous dit Bergson. Ça, c'est une idée importante. C'est cette idée que de toute façon, les outils nous ont toujours accompagnés. Nous sommes naturellement des techniciens. C'est dans notre nature de créer et de manipuler des outils. Donc l'idée qu'on peut faire sans la technique est une idée caduque, absurde, qui n'est pas valable, d'accord? Puisqu'on est consubstantiellement, je vais y arriver, lié à la technique. C'est d'ailleurs l'objet du deuxième point, ce que je vous indique. En somme, l'homme est intrinsèquement lié à l'usage de la technique. Ça, c'est une idée fondamentale à bien retenir. Bon, donc la technique nous a toujours accompagnés, nous accompagne, et somme toute, nous accompagnera toujours. Reste à voir sous quelle intensité, à quel degré et sous quelle forme. Mais aujourd'hui, la technique ne repose plus n'est plus tout à fait ce simple moyen par lequel l'homme s'adaptait au monde pour en tirer subsistance et confort, par l'action de son corps, de ses mains, de ses outils. Nos outils ont mis à distance l'adversité de la nature et ont fini par substituer à notre environnement naturel un univers technique. Ce nouvel univers technique qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle le technocosme.
Insongez qu'effectivement, nous sommes dans un univers qui est essentiellement technique. Je suis en train d'enregistrer un cours sur mon ordinateur en vous parlant dans un petit micro. Je vais poster ce cours sur une plateforme numérique que vous allez vous-même ensuite solliciter grâce à vos ordinateurs, vos téléphones. Vous allez écouter ça éventuellement via des écouteurs. Vous voyez bien qu'on est entouré de techniques. À l'école, c'est la même chose. Si je vous ai, pour celles et ceux enfin, j'ai fait ce cours en présence d'autres élèves. Je le diffuse depuis un ordinateur, à l'aide d'un rétroprojecteur, sur un écran. Bref, nous sommes à chaque moment de notre vie, du début de notre naissance à la mort, entourés par la technique. C'est d'ailleurs ce que je précise dans le cinquième point. Ainsi, l'homme naît à l'hôpital, entouré de machines, et meurt bien souvent dans le même endroit, perfusé, médicalisé. Dans l'intervalle, notre existence se déploie à l'ombre omniprésente de créations techniques qui pourraient faire l'objet d'un interminable inventaire. Donc, maintenant, passons au deuxième point. Nous sommes dans un technocosme, c'est une évidence. Regardons maintenant cette notion importante qui est la technoscience, cette association de la science et de la technique. Et cette manière de relation qui se tisse entre les deux, c'est-à-dire la façon dont la science donne naissance à toujours plus de techniques. Regardons un peu comment ça s'est développé. Le développement des sciences est étroitement lié à cette artificialisation du monde. L'idée d'artificialisation du monde, c'est que nous nous éloignons de plus en plus de la nature pour aller vers un monde de plus en plus technique. À l'âge classique, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, science et technique ont définitivement noué un tout autre rapport. Alors que dans le monde ancien, c'est-à-dire dans l'Antiquité, la science était valorisée pour elle-même et non pour son intérêt pratique ou utilitaire, dès la Renaissance, la science apparaît davantage valorisée lorsqu'elle entre au service de grands projets de construction. Certes, c'est toujours un honneur pour le savant que de percer les mystères de la nature, mais c'est un honneur encore plus grand que de collaborer à la domination de la nature et d'affirmer ainsi la supériorité du génie humain. C'est pour ça que quelqu'un qui s'appelle René Descartes a pu dire l'homme est comme maître et possesseur de la nature. Alors cette phrase, elle est souvent caricaturée. Il faudrait vraiment insister sur le comme dans comme maître et possesseur de la nature. Descartes avait parfaitement raison que l'homme n'était absolument pas, au fond, celui qui pourrait remplacer les lois de la nature. Enfin, passons. En tout cas, il y a bien l'idée de dominer la nature et la technique ne nous a pas simplement permis de nous créer un cadre confortable, elle nous a permis d'agir sur notre environnement et d'infléchir les lois de la nature et les lois de notre environnement. D'avoir en tout cas une prise sur la nature. Francis Bacon, penseur emblématique de cette période, proclame savoir, c'est pouvoir. La technique amène du pouvoir. La technique nous rend puissants. Ce pouvoir est d'abord pensé comme un accroissement. Donc effectivement, la technoscience, c'est l'association de la science et de la technique, et c'est ce qui va permettre de développer la puissance de l'humanité. Petit 3, enfin, le dernier point de ce cours, le pouvoir prométhéen des sciences et des techniques remises en question. Donc, quand on parle du pouvoir prométhéen de quelque chose, on fait référence au mythe de Prométhée et on désigne par là le caractère émancipateur ici de la technique. Quand on parle du pouvoir prométhéen de la technique, c'est la manière dont la technique peut faire de nous l'égal des dieux, peut faire de nous des êtres qui s'émancipent de la nature, peut nous permettre de nous dépasser et d'acquérir de la puissance. Dans la mythologie grecque, Prométhée est l'ami de l'homme. Il a volé les sciences et les techniques aux dieux pour les donner aux êtres humains et leur permettre de survivre à l'adversité naturelle. La technoscience est l'héritière moderne de ce mythe. Oui, la technoscience, c'est un peu ce feu que nous a donné Prométhée, de façon mythologique. Mais nous vivons depuis le XXe siècle la crise de cette révolution technique. À l'émerveillement des foules du XIXe siècle, devant les prouesses techniques du génie humain, a succédé le désenchantement de nos contemporains. On est passé effectivement d'une forme de technophilie, c'est-à-dire d'un amour de la technique, tel qui peut être par exemple sensible dans les œuvres de Jules Verne, à une technophobie qu'on va aborder maintenant. En s'accumulant, les grandes catastrophes industrielles, Seveso, Tchernobyl, Bhopal, ont humilié le génie technique des hommes et fait naître une certaine technophobie. Effectivement, songeons toujours à ces débats sur le nucléaire qui, sans rentrer dans les détails, parce que c'est un sujet extrêmement complexe et ô combien intéressant que celui du nucléaire, est toujours lié à une peur bien enracinée, hein, qui est la peur de l'accident nucléaire, tel qu'il a pu être illustré par exemple par Tchernobyl ou bien encore par Fukushima. L'implication d'éminents scientifiques, Oppenheimer, Einstein, Heisenberg, dans le développement des armes de destruction massive, notamment l'arme nucléaire, pose la question de la valeur civilisatrice des sciences et des techniques.
Cette question se déclinera diversement chez les penseurs technocritiques tels Anders ou Adorno et Horkheimer. Donc, dès la deuxième moitié du XXe siècle, on a effectivement un certain nombre de penseurs qui nous disent attention. Attention à la toute-puissance de la technique, attention à l'adoration aveugle de la technique, n'en faisons pas notre nouveau veau d'or, n'en faisons pas une divinité qui nous mènerait sur des chemins particulièrement dangereux. Mais peut-être devons-nous pousser plus loin notre réflexion. La technoscience n'est-elle pas aussi devenue une sorte d'idéologie qui nous conduit à n'apprécier la valeur d'un objet ou d'une activité qu'à l'aune de sa performance? Donc ça, c'est une notion assez intéressante sur laquelle on reviendra plus tard, et quand je vous reverrai lundi pour la séance de reprise et de révision. Un penseur comme Ancionas estime ainsi que notre civilisation technologique a besoin d'une éthique propre. Bref, effectivement, Ancionas, on en reparlera, et d'autres penseurs, ils suggèrent le fait que notre civilisation empreinte de technique demande une morale qui prenne acte de l'omniprésence de la technique. Il faut qu'on apprenne le bien et le mal de la technique, et pas simplement le bien et le mal des comportements, le bien et le mal humain. Il faut qu'on arrive là aussi à créer une éthique, un code de conduite propre à notre civilisation technopolitique. Le danger, c'est l'hubris. L'hubris post-humaniste. Alors, l'hubris, c'est quoi? C'est un mot grec. Alors, je sais, ça s'écrit hybris, mais ça se dit hubris. Littéralement traduit, c'est la démesure orgueilleuse. Chez les Grecs, c'est lorsqu'un mortel se prend pour un dieu, lorsqu'un mortel a oublié sa place. Eh bien, ici, finalement, on a peut-être ce danger qui est à l'horizon. Un danger qui peut découler de l'omniprésence de la technique. Le transhumanisme et le post-humanisme, ça consiste quand même à nous faire passer d'Homo sapiens, l'homme qui sait, notre espèce, à Homo Deus, l'homme-dieu. L'homme tellement recréé, tellement refaçonné, tellement augmenté qu'il en a des pouvoirs absolument divins, au sens où on a l'habitude de prêter aux divinités des pouvoirs absolument démiurgiques, des pouvoirs de création, de destruction absolument gigantesques. Alors, si vous êtes intéressé par ça, ça peut faire l'objet d'un grand oral tout à fait intéressant. Il y a Yuval Noah Harari, dont on a lu un extrait qui est particulièrement une référence en la matière. Je vous avais parlé voilà, de Sapiens 2015, qui restitue l'histoire de l'humanité. Homo Deus, dont on a lu un extrait qui réfléchit beaucoup à ce futur lointain. C'est un ouvrage assez saisissant hein, qui fait vraiment réfléchir à ce que la société peut devenir. Et il a proposé un dernier ouvrage en 2018 sur un futur plus proche, sur le 21e siècle, qui s'intitule modestement 21 leçons pour le 21e siècle. Évidemment, en fait, pour parachever cette idée d'hubris, on peut faire référence au mythe d'Icare, qui est un mythe qui revient souvent quand on parle de technique. Le mythe d'Icare, je vous rappelle, est le suivant. Je vous le fais rapidement. Icare est le fils de Dédalus. Dédalus, c'est celui qui a construit le Dédale, là où est enfermé le Minotaure. Ce Dédale, il est construit sur une île, et à la suite d'un concours de circonstances, Dédalus et son fils Icare se retrouvent prisonniers de ce labyrinthe et surtout de cette île. Ils arrivent assez vite à déjouer les pièges du labyrinthe, ils se retrouvent néanmoins bloqués sur l'île. Le père a une idée, s'enduire les bras de miel, les couvrir de plumes, et ce faisant, s'élancer des falaises de l'île pour ensuite s'envoler. Bon, on n'est pas la tête dans l'Antiquité, c'était pas trop dur effectivement de s'évader, donc ils font le petit stratagème, ils se mettent du miel sur les bras, ils se mettent des plumes, ils s'élancent des falaises et ils s'envolent. Ben oui, ça marche sans problème. Le père avait dit à son fils, attention mon fils, il faut voler à la bonne altitude, ni trop près de l'eau pour éviter de sombrer au fond de l'océan, ni trop haut pour éviter de t'approcher du soleil et surtout pour éviter que les rayons du soleil ne fassent fondre le miel et ne conduisent tes plumes à tomber. Icare vole d'abord, Dédalus derrière, et Icare, il vole majestueusement. Et il connaît une sorte d'ivresse, il est heureux, il se sent libre comme il n'a jamais été libre. Et surtout, le soleil, il veut s'en approcher sans cesse davantage pour voir ce que ça fait, pour peut-être le toucher du bout des doigts. Alors il prend de l'altitude, il prend de l'altitude, il prend de l'altitude, et alors que le soleil est quasiment à portée de main, le voilà que ses rayons dardent de son corps. Le miel fond, les plumes tombent, et vous voyez là
Icare qui sombre du haut du ciel vers le fond de l'océan, où il meurt. C'est souvent un mythe qui est utilisé de façon morale pour dénoncer la folie des grandeurs. Méfions-nous quand nous avons l'ambition d'atteindre le soleil, quand nous poussons, quand nous pensons pouvoir atteindre ce que nous ne pouvons pas atteindre. Car souvent, le revers de la médaille, c'est de finir comme Icare. Alors, pour illustrer ce point, je vous mettrai une vidéo en ligne qui est la fin de ce film très bizarre dont je vous ai parlé, qui s'appelle Koyaanisqatsi. C'est de l'amérindien. Vous verrez ce que ça veut dire à la fin. Et ça raconte, enfin, pardonnez-moi, la fin ne raconte rien du tout. Elle montre plutôt, puisque ce sont des images d'archives, le décollage d'une fusée, la fusée Challenger. Vous allez voir comment ça se passe et vous me direz si vous arrivez à faire des liens avec ce mythe d'Icare. En bout de course, on peut se poser trois questions. Ce sont trois questions que vous pouvez vous poser. Trois questions qui pourraient faire l'objet d'un essai littéraire, philosophique. Trois questions autour desquelles les textes pourraient tourner. Est-ce que l'utilisation de la technique, elle permet d'augmenter l'homme ou de le diminuer? Quelles sont les différences entre l'homme et le robot, entre l'humain et le non-humain? Est-ce qu'un être humain sans limite, c'est possible? Peut-on être humain sans limite? C'est la grande question de ce grand 1. Et à cette question, de nombreuses réponses. On va glisser vers le grand 2 maintenant. Et celui-là, il concerne tout le monde. Donc là, c'est l'ensemble de la classe qui est concerné. Le grand 2 s'intitule simplement Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Cette formule n'est pas de moi, je l'emprunte à un texte d'Aurélien Barraud, astrophysicien dont je vous parlerai en cours, mais que vous connaissez peut-être parce qu'il est assez populaire sur les réseaux et à la télévision. Un astrophysicien avec des cheveux très longs, très éloquents et assez cash quant à ce grand défi de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez peut-être en deviner les tenants et les aboutissants avec l'image qui est ici utilisée en termes d'illustration. C'est bien sûr ce grand défi, celui du dérèglement climatique. Non seulement dans ce grand A, on a vu qu'on pouvait repousser les limites de notre condition, de notre corps, mais est-ce qu'il est envisageable de repousser les limites de notre environnement? Est-ce qu'au fond, c'est peut-être pas ça notre grande limite aussi, celle que nous pose notre environnement? Est-ce qu'on est vraiment comme maître et possesseur de la nature, pour reprendre la formule de Descartes? Regardons un peu comment ça se passe. Commençons par, ici, une œuvre d'art plastique qui s'appelle en français Sales ordures blanches avec mouette, Dirty White Trash en anglais, with girls, de Tim Noble et Sue Webster, euh, une sculpture, une installation qui a été réalisée en 1998 et qui joue sur le procédé de l'ombre chinoise. Donc à droite, je vous ai rapidement précisé les tenants et les aboutissants de cette installation. Tim Noble et Sue Webster travaillent à partir de détritus recyclés pour réaliser des sculptures à base d'ombre chinoise. Cette installation a été réalisée grâce à l'équivalent de quelques semaines de gaspillage d'un ménage. Donc en gros, 1 à 2 semaines d'ordures rassemblées ici, et voilà l'installation proposée. D'une part, bien sûr, ça joue sur deux plans. Le premier plan, c'est cet amas de détritus, somme toute conséquent, d'autant que ce sont des détritus qui ne sont pas recyclables, hein, vous le voyez, qui ne sont pas recyclés en tout cas, car le recyclable, ça par contre, c'est tout à fait envisageable, mais rien n'est recyclé. On voit les animaux qui se débattent pour récupérer les éventuels déchets alimentaires, ici les quelques frites qui subsistent, et derrière, en ombre chinoise, eh bien, on a ce que cette montagne de détritus permet de reconstituer. En quelque sorte, c'est l'avant et l'après. Au premier plan, on a l'après, et derrière, on a l'avant. L'avant, on a peut-être un couple, peut-être deux amis, peut-être tout au moins deux personnes à coup sûr, euh, tête à tête, dos contre dos, qui semblent profiter d'un moment de détente. À droite, l'un boit un verre, à gauche, l'autre fume une cigarette. Et on est là vraiment dans la société de détente, dans la société du plaisir et du loisir, car c'est ça aussi qu'au fond a permis la technique, hein, c'est de nous permettre de dégager des temps de loisir. Oui, mais ce loisir ne vient pas sans conséquence. Car en lien avec la société de consommation, qui justement ne mise que sur le plaisir et l'accumulation de plaisir effréné sans conséquence, voilà ici le résultat qu'on peut apercevoir. C'est-à-dire l'amoncellement, l'accumulation de détritus et ce faisant la destruction de notre environnement. Là aussi, on parle de plaisir sans limite,
À défaut d'être heureux, nous pouvons multiplier les plaisirs. C'est une philosophie qui avait cours et qui est souvent euh, prônée par la société de consommation. Repousser sans cesse les limites, là aussi, du plaisir. Oui, mais en repoussant ces limites du plaisir, vous voyez qu'on en vient à détruire notre environnement. Donc ici, bien sûr, c'est un message d'avertissement, de mise en garde qui est proposé par Tim Noble et Sue Webster. Derrière, pour ne rien vous cacher, il y a un petit propos politique. White trash, c'est pas un mot transparent, c'est pas un mot neutre. Il est chargé, il est connoté. Ça désigne des classes sociologiques américaines dans le sud des États-Unis. Généralement, c'est des classes peu favorisé, euh, de blancs, effectivement, et particulièrement conservateur. C'est typiquement l'électorat de Trump, disons, pour faire un peu simple, et qui nie en masse le dérèglement climatique, enfin qui est réputé pour nier en masse le dérèglement climatique, l'impact de la pollution, l'impact de la consommation, et qui revendique de façon souvent un peu outrancière et véhémente leur droit de consommer, leur droit au plaisir sans conséquence. Je vais un peu vite, vous pourrez regarder de façon plus détaillée cette image, j'aurais beaucoup à en dire, mais je vais aussi tâcher d'être synthétique, car j'ai souvent tendance à faire un peu long. Deuxième image de Crying Forest, la forêt qui pleure, de Philippe Echaroux en 2006. Donc là, vous voyez un peu ce qui se dessine sur ce fond forestier. Je vais peut-être vous lire à droite le petit projet qui est celui de notre artiste, Philippe Echaroux. Tout commence par une épigraphe, c'est-à-dire une citation qui guide le projet artistique, et cette épigraphe est la suivante. Quand tu abats un arbre, tu abats un homme. Et ça, cette citation, elle est ô combien intéressante. Je dirais même qu'elle représente ce grand deux, pour la raison que je vous expliquerai après. Donc, je vous lis maintenant un peu la présentation. Ce projet est la réponse de l'artiste à l'appel alarmant d'Almir Narayamoga, pardonnez-moi, Surui, chef de la tribu amazonienne Surui, qui a décidé de prendre en main l'avenir de son territoire qui se voit décimé jour après jour. Bon, vous savez effectivement ce qui se passe en Amazonie, le fameux poumon de la planète ou la maison de la planète. Voilà, tous les ans on répète ah la maison brûle, c'est triste, mais tous les ans ça recommence et a priori ça ne semble pas susciter de politique forte à cet égard. Et il y a là un enjeu politique et philosophique décisif qui se joue au cœur de l'Amazonie. Regardons un peu comment notre artiste a voulu s'en saisir. Au printemps 2016, le chef Almir Narayamoga a accueilli le street artiste Philippe Echaroux pour qu'il témoigne de ce massacre. Dès lors, l'artiste a photographié les visages d'Indiens de la tribu Surui pour projeter leur image sur les arbres de la forêt primaire. Donc, le cadre de vie des Amérindiens, donc Amérindiens ici d'Amazonie, vous avez là la forêt effectivement qui est leur cadre de vie, et sur cette forêt, vous avez par un dispositif lumineux un visage, un portrait qui est projeté. L'idée étant de lier de façon intrinsèque et consubstantielle le visage humain et la forêt, comme pour montrer que les deux sont inséparables, que l'homme et son environnement sont nécessairement liés, intrinsèquement liés, consubstantiellement liés, et que l'un ne peut pas vivre sans se soucier de l'autre. Et même pour être tout à fait franc, parce que la nature peut vivre sans se soucier de nous, ça sait bien le faire, mais nous ne pouvons pas le faire. D'où cette idée. Quand tu abats un arbre, tu abats un homme. Quand tu détruis ton environnement, tu détruis ta société. Quand tu détruis la nature, tu détruis l'humanité. Car si nous faisons partie de la nature, alors détruire la nature revient en dernière analyse à détruire l'humanité. Et c'est véritablement ce qui est de façon très simple, très sobre, très efficace, illustré ici par Philippe Echaroux. Voyez ce visage projeté sur la forêt, ce visage qui est dessiné par chaque feuille, c'est ce lien substantiel, essentiel, nécessaire entre l'homme et son environnement. Bref, on va parler d'écologie, et en parlant d'écologie, commençons avec le premier texte d'un auteur que nous connaissons bien, Romain Gary. Alors, c'est plus l'éducation européenne ici qui vous est proposée, c'est Les Racines du ciel, 1956. C'est un texte pour lequel Romain Gary a eu le prix Goncourt. Bref, parenthèse, Romain Gary, il est connu pour avoir eu 2 fois le prix Goncourt, ce qui est normalement impossible. Le deuxième prix Goncourt, il l'a eu en utilisant un pseudonyme. Il l'a eu avec son pseudonyme Émile Ajar et son roman La vie devant soi. Ici, nous lisons la préface de ce roman, Les Racines du ciel, qui est un roman qui tourne autour effectivement de ce qu'on ne nommait pas encore alors l'écologie et le combat écologique.
Ça raconte l'histoire, pour faire très simple, d'un homme, Morel, qui est d'ailleurs un survivant des camps de concentration et qui est en Afrique dans les années 50 pour défendre un troupeau d'éléphants, pour pourchasser tous les braconniers et défendre un troupeau d'éléphants. Je ne vous en dirai pas tellement plus sur ce roman, on aura l'occasion d'aborder la chose de façon peut-être plus fine et détaillée en cours. Ici, c'est la préface du roman. C'est une préface qui date de 1980. Je vous la lis. On a bien voulu écrire, depuis l'apparition de ce livre il y a 24 ans, qu'il était le premier roman écologique, le premier appel au secours de notre biosphère menacée. Je ne mesurais cependant pas moi-même à l'époque l'étendue des destructions qui se perpétraient, ni toute l'ampleur du péril. En 1956, je me trouvais à la table d'un grand journaliste, Pierre Lazareff. Quelqu'un avait prononcé le mot écologie. Sur 20 personnalités présentes, 4 seulement en connaissaient le sens. On mesurera en 1980 le chemin parcouru. Sur toute la Terre, les forces s'organisent et une jeunesse résolue est à la tête de ce combat. Elle ne connaît certes pas le nom de Morel, Morel qui est donc le personnage principal des Racines du ciel, le pionnier de cette lutte et le héros de mon roman. C'est sans importance. Le cœur n'a pas besoin d'un autre nom. Et les hommes ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour conserver une beauté à la vie, une certaine beauté naturelle. Les temps n'ont guère changé depuis la publication de cet ouvrage. La prise de conscience écologique elle-même se heurte à ce que j'appellerais l'inhumanité de l'être humain. Au moment où j'écris, 1200 éléphants viennent d'être massacrés au Zimbabwe pour protéger l'habitat d'autres espèces. Il s'agit là d'une contradiction fondamentale qu'aucune pensée, aucune religion ne sont parvenues à résoudre. Quant à l'aspect plus général, plus universel de la protection de la nature, il n'a bien entendu aucun caractère spécifiquement africain. Il y a belle lurette que nous hurlons comme des écorchés. C'est à croire que les droits de l'homme deviennent eux aussi des survivants encombrants d'une époque géologique révolue, celle de l'humanisme. Les éléphants de mon roman ne sont donc nullement allégoriques. Ils sont de chair et de sang, comme les droits de l'homme justement. Alors ce texte, bref parenthèse, je vous rassure, vous ne l'avez pas sous vos yeux, enfin vous l'avez à l'écran, mais vous ne l'avez pas en polycopié. Je vous les transmettrai à la rentrée. Je ne vous les ai pas transmis avant les vacances parce que petit problème de photocopieuse, on a l'habitude. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est véritablement cette réflexion autour du mot écologie. Euh, tout le texte est intéressant, bien sûr, mais moi je trouve, pour ouvrir notre réflexion sur l'écologie, cette anecdote tout à fait révélatrice. En 1956, quasiment personne ne connaît le mot écologie, 4 sur 20. En 1980, tout le monde connaît ce mot. Et en 2023, bien sûr que ce mot est même peut-être galvaudé, si j'ose dire, c'est-à-dire répété tant et si bien qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire, qu'on peut avoir le sentiment qu'il est trop répété. Aux dernières élections présidentielles, tout le monde parlait d'écologie. Même Zemmour, pour vous donner un ordre d'idée, avait tout un programme en écologie. Vous voyez? Alors que Zemmour, il a des obsessions qu'on connaît bien, ben, il a quand même réfléchi à l'écologie. C'est dire c'est dire à quel point c'est véritablement un mot qui occupe les esprits, qui est la notion maîtresse, l'une des notions maîtresses de notre civilisation actuelle. Alors, ce qu'on va voir justement, c'est un certain nombre de questionnements. Je dirais que le premier, c'est celui-ci. L'humanité est-elle capable d'opérer une révolution écologique? Car nous rencontrons des limites fermes, celles que notre environnement dresse sur notre parcours. Sur ce parcours prométhéen qui consiste à utiliser la technique pour nous élever et devenir sans cesse plus puissants, notre environnement nous dresse des limites que nous ressentons là, tout de suite, maintenant. Pas des limites hypothétiques comme on a pu l'évoquer dans le grand 1. Non, là, les limites du grand 2, elles sont fermes, elles sont concrètes, elles sont précises et on les mesure dans nos chairs chaque année. Donc c'est la première question que nous allons tâcher d'aborder. Un petit propos pour nous guider, encore une sorte d'épigraphe de Hans Rolston III dans la valeur dans la nature et la nature de la valeur. Il dit ceci. Direz-vous que c'est une planète où rien ne compte? Rien de ce qui se passe n'importe à la Terre, peut-être, mais tout ce qui se passe sur Terre compte, et d'abord pour la Terre elle-même. Propos qui nous invite à prendre au sérieux ce dérèglement climatique. Alors, pour penser le dérèglement climatique, bien sûr, ça, ce sont des notions, je pense, que vous connaissez, mais que je vais quand même repréciser. Il nous faut conceptualiser rapidement ce qu'on appelle l'Anthropocène. Littéralement, l'Anthropocène, c'est l'ère de l'humain. L'Anthropocène, c'est l'époque de l'histoire de la Terre, donc l'époque
géologique dans laquelle nous vivons actuellement. L'Anthropocène succède à l'Holocène, qui était la période précédente. On estime que l'Anthropocène a débuté à la fin du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, là où les effets de la technique se sont, sinon fait sentir immédiatement, tout au moins fait sentir à plus long terme. L'Anthropocène est caractérisé par l'influence massive de l'homme sur la biosphère, la sphère du vivant, la biosphère, hein, qu'il a profondément modifié, pardonnez-moi. Le petit schéma est tout bête et vous permet de voir, en gros, de façon un peu caricaturale, le problème posé par l'Anthropocène. L'Anthropocène, après, évidemment, procède à une restructuration radicale de l'environnement. L'Anthropocène est effectivement cette ère géologique, climatique, qui montre bien qu'il y a eu un impact de l'activité de l'homme, un impact de la technique humaine. Tant et si bien que la Terre elle-même, dans ses constituants les plus essentiels, en a été profondément modifiée. Il y aura donc un avant l'homme et un après l'homme. Il y aura donc un avant la technique et un après la technique. Alors, l'Anthropocène, c'est justement une notion qu'on va voir dans le texte 2. C'est une notion qui peut faire encore un peu débat. C'est une notion qui peut être encore questionnée d'un point de vue scientifique. Elle est pleinement admise d'un point de vue philosophico-littéraire et historique. D'un point de vue scientifique, ça peut encore faire débat, même si c'est une sorte de consensus actuellement. Lisons cet article de Catherine Larère dans la revue Esprit, article qui s'intitule Anthropocène, le nouveau grand récit. Adopter l'hypothèse de l'Anthropocène, c'est s'accorder sur une certaine définition de la situation actuelle. C'est admettre que les changements et les menaces qui la caractérisent ne sont ni temporaires ni réversibles. Il ne suffit pas de parler de crise écologique ou environnementale, avec ce que cela implique, sinon de retour à une situation antérieure et normale, du moins de possibilité de sortie de crise, d'où les menaces auraient disparu. Rien ne sera jamais plus comme avant. La situation est irréversible, on peut finalement en modérer les excès et s'y adapter du mieux que l'on peut. Ok, donc ça c'est une première idée importante, d'accord? L'Anthropocène, c'est une rupture nette dans l'histoire de la Terre. C'est un surgissement de limites que nous oppose l'environnement. Et il est impossible de faire marche arrière. Rien ne sera jamais plus comme avant. La situation est irréversible. Je poursuis. L'Anthropocène, en même temps, pose l'humanité comme force globale. L'humanité n'est pas seulement l'horizon ultime et normatif de nos actions ou de nos aspirations, c'est une force réelle, physique, cause du changement climatique, responsable du passage à une ère nouvelle. Et ici, ce changement d'ère, c'est l'effet direct de ce que Bergson appelle l'homo faber. L'homme tel qu'il est un être manipulant la technique, créant de la technique et ce faisant, façonnant notre environnement. Bien sûr, la grande question qui est posée ici, est la suivante. S'agit-il de façonner notre environnement ou de le défigurer? Là, c'est toute la complexité de ce qui nous attend. Alors, l'écologie, ce faisant, est souvent présentée comme l'avenir de l'humanité. Bien sûr, quand je dis écologie, j'ouvre une brève parenthèse qui me semble être une évidence, mais je préfère la préciser. Je ne parle pas du parti écologique, je ne parle pas des Verts. Le mot écologie est un mot qui dépasse les partis politiques, qui n'appartient à aucun parti politique et donc à tous les partis politiques. C'est un mot dont on va essayer ici de définir les tenants et les aboutissants de façon somme toute assez simple et pratique pour que vous puissiez les utiliser dans vos essais et dans vos questions d'interprétation, mais je ne fais aucunement référence à ce qu'on appelle les Verts, le parti écologique, de façon un peu aussi caricaturale et connotée les écolos. Il en va de bien plus quand je parle de l'écologie et quand nous parlons d'écologie. Donc, face aux dérives de l'Anthropocène, l'écologie apparaît dès lors comme l'avenir de la planète. Le terme écologique, c'est un néologisme déjà qui a été forgé par un biologiste allemand du nom de Ernest Haeckel. Haeckel a vécu de 1834 à 1919 et il l'a fondé sur deux racines grecques, deux étymons grecs. D'abord oikos, la maison, la demeure, et logos. Alors logos, vous savez que c'est ce mot qui veut tout dire et rien dire. Le discours sur, l'étude de, la science de. Bref, littéralement, l'écologie, c'est la science de la maison, c'est l'étude de la demeure, c'est le discours raisonné sur l'environnement. L'idée étant de faire en sorte justement que la maison ne s'effondre pas,
que les fondations de la demeure perdurent, que notre environnement puisse être pérennisé. Maintenant, de façon peut-être un peu plus précise, l'écologie, c'est quoi? Eh bien, c'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et le milieu organique ou inorganique dans lequel ils vivent. Donc vraiment, les relations entre des êtres vivants et leur environnement. Pour nous concernant, hein, c'est même entre les humains et leur environnement. L'écologie moderne, elle naît d'une prise de conscience évidente des effets de l'activité humaine sur notre environnement. L'écologie, elle s'intéresse à l'homme en tant que composante de la biosphère. Elle cherche à montrer que l'homme n'est pas en dehors de la biosphère, de la sphère du vivant, en dehors de l'environnement, en dehors de la nature, mais qu'il en est bel et bien partie prenante, composante essentielle. Je ne suis pas en dehors de la nature, je suis dans la nature. Je ne surplombe pas mon environnement, je fais partie de mon environnement. Et ce faisant, quand je déstructure mon environnement, c'est aussi moi que je déstructure. Les limites de l'environnement sont aussi mes limites à moi, des limites que je dois me poser. Bref, vous avez compris à quel point l'écologie a une implication philosophique évidente. Alors, en cours, peut-être qu'on en parlera. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça tout seul. On aurait pu avoir un débat justement sur un débat, pas véritablement un débat en l'occurrence, mais plutôt une mise au point sur quels sont les problèmes que nous rencontrons actuellement d'un point de vue civilisationnel et les solutions qu'on peut apporter. Bon, bien sûr, les problèmes, ils sont multiples, essentiellement liés au dérèglement climatique, que ce soit les canicules. Donc, on parle plutôt de dérèglement climatique que de réchauffement climatique, parce que le réchauffement est un phénomène parmi tant d'autres. Donc, effectivement, le réchauffement, avec des canicules qui se multiplient, des sécheresses qui s'intensifient, des précipitations aussi qui sont beaucoup plus rares. Euh, on a la multiplication. Alors, et ça, ce n'est pas simplement lié au réchauffement climatique, mais bien plutôt au dérèglement climatique. On a la multiplication des, ce qu'on pourrait appeler des catastrophes naturelles, avec les cyclones et tout autre type de cataclysme, je vais y arriver, qui se multiplient. Bon, on a quantité de problèmes qui sont soulevés. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle quand on fera l'essai. J'aimerais bien qu'on fasse un essai en cours consacré à ce sous-thème 2 et on aura l'occasion de traiter ce point de cours. Vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes, qu'il faut aller un peu dans le cœur du sujet et on verra quelles sont les solutions proposées. Ça, pour le moment, je le mets de côté. Pour envisager justement un texte qui me semble ô combien intéressant. C'est un article du Monde qui a été publié le 21 septembre 2006. Il s'intitule Un conte écologique en plein Pacifique. Il a été rédigé par Dominique Dombre. Donc un conte, je vous rappelle, c'est un apologue, c'est-à-dire un court récit dont vous pouvez tirer une morale. Et bien justement, on va voir quelle morale on peut tirer de ce petit récit. Récit qui n'a rien d'imaginaire ici, il est purement factuel. Il raconte l'histoire d'une île et vous allez voir que l'histoire de cette île, eh bien, elle nous donne à réfléchir. L'histoire de cette île, c'est peut-être l'histoire de l'humanité aussi, celle qui pourrait être, en tout cas, l'histoire de l'humanité. Lisons. Nauru est une île minuscule, perdue dans l'océan Pacifique à 2500 km au nord-est de l'Australie. On en fait le tour en une demi-heure. C'est aussi la plus petite république au monde avec ses 12 000 habitants. C'est enfin, sur 21 km², un désastre écologique, économique et humain absolu. Il y a 30 ans, Nauru était le deuxième pays le plus riche du monde par habitant. Aujourd'hui, l'île est en faillite. L'électricité est coupée plusieurs heures par jour et le port est laissé à l'abandon. Le reportage de Laurent Sibien et Pascal Carcanade, diffusé mercredi 20 septembre sur Arte, ressemble à un conte écologique, avec un dénouement amer. Dans l'histoire de Nauru, il y a eu d'abord la bonne fée, puis la mauvaise. On comprend vite que c'est la même. Le phosphate, qui a fait la richesse de l'île lorsque celle-ci est devenue indépendante en 1968, a aussi causé sa perte. Les revenus des carrières de phosphate ont radicalement changé le mode de vie, et plutôt le mode de vie, c'est une coquille de ma part, le mode de vie des Nauruans. Ils ont acheté sans compter de grosses voitures et des climatiseurs, des appareils électroménagers et des bateaux. Et puis, les gisements de phosphate se sont épuisés. Le gouvernement, mal conseillé, a effectué des placements désastreux à l'étranger. L'exploitation du phosphate a dévasté le paysage. Le centre de l'île est devenu un paysage lunaire, parsemé de trous et de bosses. Les carcasses de voitures s'entassent dans une gigantesque décharge à ciel ouvert.
Un habitant montre son vieux réfrigérateur désespérément vide et son poste de télévision en panne. Ce n'est pas très grave car l'émetteur de la télévision nationale est cassé lui aussi, dit-il en riant. Il y a pire encore. Nauru compte le plus fort taux de diabète de la planète. La faute en incombe à la nourriture trop riche des années fastes. L'espérance de vie ne cesse de diminuer. Elle n'est plus en moyenne que de 55 ans. Désormais, on ne trouve plus guère que de la farine et du riz dans les magasins. L'office de tourisme est désert. Il voudrait visiter un port en ruine, des carrières abandonnées et un cimetière de voitures. La seule activité d'avenir est désespérante elle aussi. L'Australie a installé dans l'île, loin de ses côtes, des camps de rétention pour ses demandeurs d'asile. Les baraquements ont abrité jusqu'à 1200 personnes originaires d'Irak et d'Afghanistan. Ils ont été vidés de leurs occupants, mais pourraient bien se remplir à nouveau. Les habitants de Nauru, après avoir dilapidé leur unique richesse, ont-ils pour seule vocation de devenir gardiens de prison? Compte écologique, pourquoi? Eh bien parce que vous voyez que tout commence avec cette matière première, le phosphate. Phosphate qu'on va extraire dans des carrières et qui va assurer l'extraordinaire richesse de l'île, avec ce record tout de même, l'un des PIB les plus forts par habitant. Et pourtant, et pourtant, cette matière première qui a fait la richesse de l'île, qui a conduit à des années fastes, à des années ô combien heureuses, a été aussi le plus grand châtiment que cette île ait pu rencontrer au cours de son histoire. Car une fois les carrières vidées, une fois l'environnement épuisé, que reste-t-il? Eh bien, plus rien. Et donc, l'économie s'effondre. Et donc, la société s'effondre. Et donc, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Et donc, les possibilités de s'en sortir ne cessent de se raréfier. Vous voyez à quel point, faute d'avoir su entendre les avertissements, faute d'avoir eu soin de dresser des limites pour préserver l'environnement, les habitants de l'île se sont précipités vers leur propre perte. D'où la nécessité de bien percevoir les limites que l'environnement nous dresse. Ici, c'est un conte ô combien intéressant, car les habitants de l'île ont cru pouvoir construire une croissance infinie sur une ressource finie. Évidemment qu'il n'y avait pas un nombre infini de phosphates dans les carrières, c'est une évidence. Et pourtant, ils ont fait comme si. C'est un peu aussi, au fond, le modèle humain actuellement. Pensez aux énergies fossiles, pensez à toutes les ressources que l'on ne cesse d'extraire dans une course complètement folle pour nourrir la société de consommation, pour nourrir une croissance que l'on espère infinie, mais tout ça se fait sur des ressources finies. D'où les fameux jours de la dette dont vous avez peut-être entendu parler, la dette planétaire, c'est-à-dire quand on prélève à la planète plus que ce qu'elle ne renouvelle en un an. Cette journée-là, elle arrive de plus en plus tôt, hein, août, juillet, c'est de plus en plus tôt. Donc, il y a une urgence à agir, il y a une urgence à dresser, à penser et à mettre en place de véritables limites, car les limites de l'environnement, je vous le rappelle, ce sont aussi des limites que nous devons nous mettre à nous-mêmes, dans la mesure où nous sommes consubstantiellement liés à l'environnement. Deux vidéos que vous pourrez regarder de votre côté, comment justement sensibiliser l'humanité à la nécessité de poser des limites. Vous avez deux tons différents. Vous avez à gauche, disons, une écologie assez pragmatique et optimiste. Je vous montrerai la bande-annonce de demain, vous pourrez regarder. Et à droite, une vidéo très très courte d'Aurélien Barraud, à qui j'ai emprunté justement qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, qui fait des prises de position assez fortes, hein. Vous verrez qu'il utilise des termes assez polémiques peut-être, hein. Il parle d'écocide, il parle de génocide du vivant. Vous voyez qu'il utilise des termes qu'on a vus dans le sous-thème précédent, mais pour l'appliquer au vivant. Et lui, il pointe véritablement la menace de l'effondrement dans une volonté beaucoup plus pessimiste. Quelle est la vision la plus fructueuse, la plus pertinente, la plus à même de réveiller les consciences et de faire en sorte de dresser des limites effectives? Eh bien, peut-être les deux à la fois, je vous laisserai juge en la matière, mais voilà quelques ressources à méditer. Alors, le combat écologique, évidemment, vous en entendez partout parler, je pense. Greta Thunberg, je ne peux pas ne pas la mentionner, hein, cette jeune militante écologiste née en 2003, suédoise, engagée contre le dérèglement climatique.
On a bien sûr le groupe du GIEC, GIEC qui est un acronyme qui désigne le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je vous rappelle que le GIEC a été créé en 1998, qu'il est tributaire, enfin qu'il est en lien avec un programme des Nations Unies pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, et que sa mission est d'évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine et cerner ainsi plus précisément les conséquences possibles de ce changement en envisageant, en dernière analyse, d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Le GIEC n'a pas pour mandat d'entreprendre des travaux de recherche ni de suivre l'évolution des variables climatiques ou d'autres paramètres pertinents. Donc, le groupe du GIEC, il est véritablement là pour proposer une base de données à même ensuite de donner lieu à des politiques ambitieuses, de façon peut-être plus impliquée. Et je pense d'ailleurs que vous en avez entendu parler de cela, Extinction Rébellion. Je suis sûr que vous en avez entendu parler parce qu'ils ont beaucoup tourné sur les réseaux, je vais y arriver. Alors, c'est pas forcément eux, mais parfois c'est des groupes qui s'apparentent tout à fait à Extinction Rébellion. C'est souvent abrégé sous la forme XR. C'est un mouvement social, écologiste international qui revendique l'usage de la désobéissance civile non violente afin d'inciter les gouvernements à agir dans le but d'éviter un point de non-retour dans le système climatique. Vous en avez entendu parler parce que ce sont eux, par exemple, si c'est pas eux, c'est un groupe tout à fait annexe, qui ont dans les musées versé de la sauce, des soupes sur les tableaux. Ce sont eux qui ont fait des sittings sur, par exemple, le périphérique, l'autoroute périphérique de Paris, en immobilisant le trafic. Le but, c'est effectivement de susciter des prises de conscience. Là aussi, je ne me positionne pas, je vous laisse juge en la matière. À vous de voir si ce sont des techniques que vous estimez fructueuses ou non. Nous aurons l'occasion d'en parler de vive voix ensemble. Bref, mille et une techniques, mille et une façons de faire réveiller les consciences humaines et de faire prendre conscience à l'humanité des nécessaires limites qu'il faut savoir se poser. Que se passe-t-il quand on ne se fixe pas de limites? Que se passe-t-il quand on outrepasse les limites de l'environnement? On tombe dans ce qu'on appelle l'effondrement. L'effondrement, c'est un élément, c'est une notion qui a été théorisée par un Américain qui s'appelle Jared Diamond dans un ouvrage qui s'appelle Effondrement, publié en 2005. Je vous cite ici les premières pages. L'inquiétude face à ce risque d'effondrement prend aujourd'hui une ampleur croissante. Nombreux sont ceux qui pensent que, pour la société mondiale, l'écocide, écocide, c'est un mot que je redéfinirai en cours, mais je suis sûr que vous êtes capable de le faire tout seul. Cide de kaedo, tuer, éco. Ici, on se souvient que ça dérivait de oikos, grec ancien, la demeure, la maison. Donc, littéralement, c'est tuer la maison, tuer la demeure. C'est la destruction de l'environnement et de la nature, ici, qu'il faut comprendre. L'écocide est aujourd'hui une plus grande menace que la guerre nucléaire ou les nouvelles épidémies. Les problèmes environnementaux que nous devons affronter aujourd'hui sont identiques aux 8 problèmes qui ont causé la perte des sociétés anciennes. Mais 4 nouveaux s'y ajoutent. L'émission de produits chimiques toxiques dans l'environnement, les pénuries d'énergie et l'utilisation humaine maximale de la capacité photosynthétique de la Terre. Alors, quant à ces 8 problèmes qui sont évoqués par Jared Diamond, vous avez sur le polycopier, vous aurez une note de bas de page que je reproduis tout en bas de l'écran et qui est donc la suivante. Les processus par lesquels les sociétés anciennes ont causé leur propre perte en endommageant leur environnement sont au nombre de 8, dont l'importance relative varie selon les cas. La déforestation et la restructuration de l'habitat, les problèmes liés au sol, érosion, salinisation, perte de fertilité, la gestion de l'eau, la chasse excessive, les conséquences de l'introduction d'espèces halogènes parmi les espèces autochtones, quand on introduit des espèces étrangères dans un milieu qui n'est pas censé les accueillir. Souvent, les espèces étrangères, elles ont tendance à déstabiliser la faune et la flore locale. La croissance démographique et l'augmentation de l'impact humain par habitant. Donc, ce sont les 8 critères qui ont toujours accompagné les effondrements à travers l'histoire humaine. Et aujourd'hui, on en a 4 autres dont vous voyez qu'ils sont intimement liés à l'écologie. La plupart de ces 12 menaces, dit-on, vont mettre le monde dans une situation critique au cours des quelques prochaines décennies. Si nous n'apportons pas d'ici là un remède à ces problèmes, ils causeront la perte de pays comme la Somalie, mais aussi celle d'autres pays développés.
sans envisager un scénario de fin du monde impliquant l'extinction de l'espèce humaine ou un effondrement apocalyptique de la société industrielle. Il nous faut seulement prévoir un avenir caractérisé par une baisse significative du niveau de vie, de plus grands risques chroniques et la disparition de valeurs que nous considérons actuellement comme fondamentales. Un tel effondrement pourrait revêtir différentes formes, comme la propagation de maladies ou de guerres à l'ensemble du monde, engendrées par l'insuffisance de ressources naturelles. Si ce raisonnement est exact, ce sont donc les efforts que nous accomplirons aujourd'hui qui détermineront l'état du monde dans lequel la génération actuelle d'enfants et de jeunes adultes vivront leurs années de maturité et de vieillesse. Les effondrements célèbres de sociétés anciennes ont plus de signification qu'un simple mystère romantique. Il en va de notre capacité à tirer des leçons pratiques des effondrements antérieurs, c'est-à-dire de déterminer ce qui, dans le passé, rendit certaines sociétés particulièrement vulnérables, comprendre comment certaines commirent exactement un écocide et pourquoi elles furent incapables de percevoir qu'elles couraient à leur perte alors que l'issue était évidente. Tout du moins, le juge-t-on rétrospectivement. Les solutions qui se révélèrent efficaces dans le passé ont une égale importance. De la possibilité qui est la nôtre de répondre à ces questions viendra notre capacité à identifier les sociétés qui couvrent actuellement les plus grands risques, ainsi que les mesures à prendre pour venir en aide sans que nous devions attendre d'autres effondrements. Donc ici, c'est un texte qui fait état d'une notion importante, qui a une réalité historique, l'effondrement. L'effondrement, vous l'avez compris, c'est quand une société s'effondre, c'est-à-dire quand elle se déstructure, périclite et cesse d'exister. Il liste les causes liées à ces effondrements, les causes qui expliquent ces effondrements, et aujourd'hui souligne le fait que nous en avons quatre supplémentaires, intimement liées aux problématiques écologiques. Il nous incite à prendre au sérieux les effondrements passés. Des sociétés ont pu disparaître par le passé. Nous n'avons pas de caractère particulier à cet égard et rien ne nous dit que nous ne serons pas amenés à disparaître. Pour bien échapper toutefois à ce destin qui nous semble être promis et qui est celui de l'effondrement, étudions les effondrements passés et regardons comment nos ancêtres n'ont pas su déjouer les menaces passées. Jared Diamond nous dit d'ailleurs, dans le passé, certains ont déjà commis un écocide. Regardons exactement à quel moment tout a basculé, pour nous-mêmes éviter de connaître ce basculement terrible. Bref, si nous voulons perdurer, il nous faut nous fixer des limites. Vous avez compris l'idée. Je ne peux que vous recommander une excellente série française, parce que oui, ça existe et c'est extraordinaire. Voilà, donc je me permets de le mentionner. C'est quand même pas souvent qu'on fait l'éloge du cinéma français. Et là, vraiment, vous pouvez regarder les yeux fermés, c'est trop bien. C'est un peu... faut aller bien pour regarder cette série. C'est un peu badant, c'est un peu désespérant par moments, mais voilà, c'est aussi très prenant, très rythmé, très bien joué. C'est bien joué. Ce qui est là aussi pas toujours le cas dans les séries françaises. La série s'appelle tout simplement L'Effondrement. Et c'est une série produite par Canal+, et elle est disponible gratuitement sur YouTube. C'est des petits épisodes qui prennent un point de départ. Du jour au lendemain, tout s'effondre dans la société. C'est-à-dire que la société s'effondre vraiment, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, c'est la fin. C'est la fin du monde en fait, c'est la fin de la société telle qu'on la connaît. C'est pas la fin parce qu'il y a des zombies qui arrivent partout, ou des extraterrestres qui viennent dégommer tout le monde, non, c'est juste la fin. Toute la technique qui nous accompagnait, bah, elle arrête de marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben on regarde. Vous verrez que l'effondrement tel qu'il est représenté ici est intimement lié à une problématique écologique. La question qui découle, toutefois, de cette série, enfin, en tout cas, la question que je mobilise pour utiliser cette série de façon un peu pédagogique dans ce cours, c'est en quoi l'art peut-il contribuer à la lutte écologique? Je ne vais pas y répondre parce qu'on aura l'occasion d'y réfléchir ensemble en cours et de construire un plan là-dessus, susceptible de vous aider ensuite à aborder les différents essais que vous pourriez avoir à affronter. Alors, des solutions, des contributions de l'art pour réfléchir à ces solutions, il y en a, et c'est justement ce qu'on va essayer de voir. On va voir que l'art peut nous aider à créer une nouvelle éthique, à tout au moins contribuer à la réflexion éthique. La réflexion éthique étant, je vous rappelle, cette réflexion quant au comportement que nous devons avoir en tant que société, mais aussi au niveau individuel, pour justement prendre la pleine mesure de ses limites et ne pas les outrepasser. C'est le cas du texte 5, qui est le dernier texte de ce cours. On arrive vraiment au bout du bout, qui est d'Aldo Léopold et qui s'intitule Almanach d'un comté des sables, publié en 1949. Donc vous voyez que c'est quand même particulièrement vieux cette réflexion, hein. Ça date pas d'hier.
Toutes les éthiques élaborées jusqu'ici reposent sur un seul présupposé, que l'individu est membre d'une communauté de parties interdépendantes. Son instinct le pousse à concourir pour prendre sa place dans cette communauté. Mais son éthique le pousse aussi à coopérer, peut-être afin qu'il y ait une place en vue de laquelle concourir. L'éthique de la Terre élargit simplement les frontières de la communauté de manière à inclure le sol, l'eau, les plantes, les animaux, ou collectivement la Terre. Cela me paraît simple. Ne chantons-nous pas déjà l'amour ou les devoirs qui nous lient à notre sol patriotique, terre de liberté? Oui, mais qui et quoi au juste aimons-nous? Certainement pas le sol, que nous envoyons à volo au fil des fleuves. C'est certainement pas les fleuves eux-mêmes dont nous pensons qu'ils n'ont d'autre fonction que de faire tourner nos turbines, porter nos péniches et charrier nos déchets. Certainement pas les plantes que nous exterminons sans scier par communautés entières. Certainement pas les animaux dont nous avons déjà exterminé bien des espèces, parmi les plus grandes et les plus belles. Une éthique de la terre ne saurait bien entendu prévenir l'altération ni l'exploitation de ses ressources, mais elle affirme leur droit à continuer d'exister, et, par endroits du moins, à continuer d'exister dans leur état naturel. En bref, une éthique de la Terre fait passer l'Homo sapiens du rôle de conquérant de la communauté à celui de membre et citoyen parmi d'autres de cette communauté. Elle implique le respect d'autres membres et aussi le respect de la communauté en tant que telle. Donc dans ce texte, Aldo Léopold, il essaye de prôner une nouvelle éthique, une éthique qui prenne acte des spécificités de notre époque géologique qui est donc l'Anthropocène. À l'éthique couramment utilisée, il propose de substituer une nouvelle éthique qu'il appelle l'éthique de la Terre. L'éthique de la Terre, il l'a définie dans le dernier paragraphe. C'est déjà l'idée que j'avais mobilisée au tout début. C'est cette idée en vertu de laquelle nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais composantes de la nature. Nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature, mais membres et citoyens de cette nature, pour reprendre vraiment les expressions utilisées par Aldo Léopold. Ce faisant, une toute autre relation se dessine entre l'homme avec un grand H et son environnement, relation susceptible d'être bien plus fructueuse et de tenir pleinement compte des limites que l'environnement nous impose et nous oppose. Alors, de telles éthiques sont déjà en vigueur de par le monde, de façon, au fond, peut-être anecdotique dans un premier temps, mais gageons qu'elles sont appelées à se développer davantage. Par exemple, l'agriculture urbaine, qui est là justement pour repenser le tissu urbain et faire en sorte que soit implémenté au sein du tissu urbain des lieux d'agriculture, de verdure. C'est aussi donc c'est le cas, par exemple, avec ces quelques projets que vous voyez là où il s'agit véritablement, vous voyez, de faire de la ville aussi un lieu de production quasiment maraîchère, un lieu de culture au sens agricole du terme. C'est aussi le cas, par exemple, avec ce projet de ferme de bananes en culture sur les Champs-Élysées. Je vous parlerai d'autres exemples, hein, mais il y a de nombreuses villes qui commencent à être pensées, ce qu'on appelle l'écomodernisme avec des circuits courts où il s'agit justement de véritablement faire en sorte que les villes soient autonomes et indépendantes, qu'elles puissent s'approvisionner eux-mêmes en nourriture et, si possible, en eau. On parlera d'autres perspectives encore qui consistent à végétaliser les villes. C'est modestement le cas ici, mais on pourra parler par exemple de certaines villes dans la péninsule asiatique où la chose est particulièrement développée et qui permettraient par ailleurs de lutter efficacement contre l'une des conséquences du réchauffement, du règlement climatique, qui est le réchauffement climatique. Alors, de telles villes, elles ont déjà été pensées en fait par un artiste et surtout un écrivain, un philosophe-écrivain qui s'appelle Ernest Callenbach. Ce sont des villes qu'il nommait Ecotopia. Et c'est vraiment Ecotopia, une sorte de manuel sur comment repenser les villes, comment repenser le tissu urbain pour faire en sorte que ces tissus urbains soit bien plus harmonieux, bien plus inséré dans la nature, sans la rejeter, que le béton cède la place à des lieux de verdure, et que l'urbanité ne soit plus pensée comme une sorte d'antinomie, d'antipode de la nature.
Ce sont de telles perspectives qui sont effectivement à poursuivre et la littérature, elle est là pour justement, et la philosophie bien sûr, pour nous montrer des horizons possibles et pour repenser vraiment d'un point de vue architectural, urbanistique, la configuration de nos villes. Passons maintenant à la synthèse théorique, c'est-à-dire vraiment au morceau de cours, après avoir parcouru ces quelques textes, là encore, quelques points que je fais avec vous. D'abord, ce qu'il faut bien retenir, c'est, et ce sera la première perspective, l'interaction nécessaire entre l'homme et la nature. Donc, depuis l'Antiquité, l'homme cherche à la fois à se protéger de la nature et à s'approprier ses ressources. C'est tout ce qu'on a vu dans le Grand 1 avec Prométhée. Au XVIIe siècle, René Descartes déclare que l'essor des sciences et des techniques vise à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce projet, repris par les philosophes des Lumières, suppose que la nature est à la disposition de l'humanité. Au XIXe siècle, le développement de l'industrie démontre la capacité de l'homme à intervenir sur son environnement et à le modifier de façon durable. La proportion des territoires laissés à l'état sauvage diminue. Parallèlement, le naturaliste Alexander von Humboldt donne naissance à l'écologie, alors non pas véritablement au mot écologie, mais à cette discipline qu'on appellera écologie, en se livrant à l'étude des relations entre l'environnement et les organismes vivants. Mais c'est au XXe siècle que les interventions de l'homme sur la nature commencent à produire des effets à grande échelle, altérant, altérés ici au sens de déformer, définitivement des paysages et des zones géographiques entières. Or, plus l'homme étend son emprise sur la nature, moins il paraît capable d'en contrôler les conséquences. D'où la nécessité d'imposer des limites. Deuxième perspective, qui est le corollaire de la première, c'est cette idée que la biosphère est menacée par l'activité de l'homme. Des philosophes ou des écrivains signalent que les activités menacent la survie non seulement de l'humanité, mais aussi et surtout d'un nombre de plus en plus important d'espèces animales et végétales. Des études scientifiques tendent à démontrer que l'activité humaine a même une incidence sur l'histoire de la Terre, d'où le passage d'une ère géologique à une autre, de l'Holocène à l'Anthropocène. L'effet de serre, conséquence de certains rayonnements solaires, s'accentue avec les émissions dans l'atmosphère de gaz, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Cela entraîne un réchauffement climatique irréversible. Les populations sont confrontées à des catastrophes climatiques de grande ampleur, comme les inondations, les ouragans, les sécheresses, etc. Les manifestations en faveur de la protection de l'environnement et de la nature, et de la lutte, pardonnez-moi, contre le réchauffement climatique se multiplient. Les militants et les militantes, comme Greta Thunberg, tentent d'alerter les dirigeants des grandes puissances et de les inciter à prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Le mouvement Extinction Rébellion, créé en octobre 2018, prône la désobéissance civile afin d'obtenir la réduction de gaz à effet de serre et l'arrêt de la destruction de l'écosystème. Et puis, bien sûr, ça je peux le rajouter, hein, les artistes ne cessent également d'alerter en la matière et de créer des œuvres qui alertent en la matière. Je songe à un film que vous pouvez voir, que vous avez peut-être déjà vu, c'est sur Netflix, c'est assez intéressant, c'est Don't Look Up. En français, c'est sous-titré Le déni cosmique, avec Leonardo DiCaprio notamment, qui est assez intéressant parce que c'est un récit qui n'aborde pas directement le désastre écologique, mais qui l'aborde pourtant de façon évidente et claire. Le propos est le suivant. Dans une base d'observation astrologique, dans un observatoire, voilà, je vais y arriver, je cherchais le mot, un observatoire, des scientifiques aperçoivent une comète qui approche lentement, mais sûrement, et irrévocablement de la planète Terre. Elle va percuter la planète Terre sans qu'on puisse, semble-t-il, faire quoi que ce soit. Il décide de répandre l'information dans les médias pour alerter l'humanité et pour qu'on puisse faire quelque chose. Et puis, bah, je vous laisse voir comment le film se déroule. C'est drôle, c'est aussi, ça donne matière à réflexion, ça se voit très très bien. C'est vraiment très agréable à voir. On est aussi en plein divertissement. N'hésitez pas à le regarder car je crois que c'est un film qui est complètement lié justement à ce grand 2. Troisième et dernière perspective, voilà, celle de l'écologie. Est-ce qu'on doit penser à un retour à la nature ou à une civilisation nouvelle? Face à cette situation, les écrivains et les philosophes imaginent les conditions d'une vie humaine respectueuse de son environnement naturel. Différentes voies s'offrent à eux. Certains essaient de renouer avec une vie sauvage, et prônent une forme de décroissance. Par exemple, Thoreau dans Walden ou La vie dans les bois, auteur dont je vous avais parlé au tout début de l'année.
et s'intéressent aux sociétés vivant en harmonie avec la nature. D'autres envisagent, par exemple, la création d'une société, d'une civilisation nouvelle, telle l'écotopia de Kallenbach, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit vraiment de repenser les villes, non pas, si je veux dire, entre guillemets, de revenir en arrière, mais de réorienter la civilisation pour qu'elle prenne en acte et qu'elle prenne en considération ses limites, mais pour autant qu'elle ne cesse d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire facteur d'avancement, de progrès, etc. L'écologie prend donc la forme d'un nouveau genre de vie, qui ne vise pas seulement à limiter l'impact de l'activité humaine sur la nature. Il s'agit également de redéfinir les valeurs et les principes sur lesquels se fonde le développement de l'humanité. Dans les trois écologies, par exemple, est définie une écosophie, c'est-à-dire une philosophie de l'écologie, avec des implications tout à la fois éthiques et politiques, dont le principe est fondé sur l'alliance de l'écologie environnementale liée à la nature, l'écologie sociale relative à la société et l'écologie mentale relative au sujet. La question écologique alimente la réflexion de philosophes contemporains comme Catherine Larère, qu'on a pu lire tout à l'heure, qui cherche à définir une éthique environnementale fondée sur la protection de la nature et la prévention des risques, mais aussi la justice sociale. Effectivement, vous allez voir que de plus en plus, l'écologie, elle est liée à des problématiques politique. Certains parlent même, par exemple, d'écologie féministe. Donc, vous voyez que c'est vraiment une notion qui est assez centrale, décisive, qui nous invite à repenser notre civilisation, à repenser notre économie, à repenser nos modes de vie, à repenser, au fond, notre éthique. Car c'est sur ce mot qu'il convient de terminer, de conclure ce cours. Nous sommes invités, que ce soit pour le grand 1 ou le grand 2, à repenser notre éthique et à créer une éthique qui soit à la mesure des défis qui nous attendent, que ce soit les défis immédiats, c'est-à-dire ceux qui sont la conséquence de nos actions, qui sont la conséquence des limites que nous oppose notre environnement, ou ceux à plus longue échéance, qui sont celles peut-être plus spéculatives, effectivement, euh, de ces questionnements qu'on a pu avoir dans le grand 1 sur l'homme augmenté. Effectivement, une éthique qui nous invite à, pas simplement nous invite d'ailleurs, qui nous montre comment rester humain dans un technocosme, comment rester humain sans vendre son âme à la technique. Et sans pour autant renier la technique, parce que la technique, qu'on le veuille ou non, nous accompagne, car nous sommes des Homo faber. Voilà pour ce point de cours. Grand 1, grand 2, le programme est terminé. Je reprendrai la chose rapidement à la rentrée. D'ici là, jeunes gens, je vous souhaite de très belles vacances et bon courage pour vos révisions. Évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me solliciter. À très bientôt.